Super, on est live. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Hello, salut tout le monde. Dites-nous dans le chat, vous avez un chat à droite, où vous êtes. Je suis avec Ludo, Jeanne et Alex et on est dans 3 villes différentes. Donc, on a Alex qui est en Équateur et Jeanne et Ludo qui sont à Biarritz et moi à Paris. Donc, magnifique. Et du coup, les gars, vous, votre petit blaze, c'est Jean-Philippe, c'est ça? C'est votre petit nom. En fait, c'est votre petit nom de couple, c'est ça, les Jean-Philippe? Ouais, c'est ça, c'est Jeanne et Philippe. C'est magnifique. Salut à tous dans le chat. On a Land, Limoges, beaucoup de Parisiens. Les Parisiens, venez demain à l'Anti-Café Lafayette si vous êtes dispo. Il y a l'apéro, c'est offert et c'est sympa aussi de se voir en vrai. Donc, Anti-Café Lafayette à partir de 18h30. Là, je suis dans leur studio, c'est dans le même bâtiment. Et on vous a préparé aussi des super invités et une super soirée. Donc, n'hésitez pas à passer. On a Lyon. Et l'apéro est gratuit. Ouais, et l'apéro est gratuit. C'est rare. Je dis ça, je dis rien. Nantes, super. Top. Bon, beaucoup de personnes basées en France. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de devenir nomades digitaux? C'est un peu la thématique ce soir parce qu'on a de la chance d'avoir Jeanne et Ludo et Alex qui sont tous nomades digitaux. Donc, sinon, on est mal. Tout le monde dit oui. En même temps, c'est un peu ça fait rêver, décor de carte postale. On n'a pas trop envie de rester sous la grisaille avec l'hiver qui arrive, donc je pense pas qu'on aura futur nomade digital en fin de semaine ou semaine prochaine. Ah oui, c'est bientôt. Dis-nous où tu vas aller et puis peut-être qu'on pourra te conseiller si on a déjà fait ces destinations-là. Ce que je vous propose, Ludo, Jeanne et Alex, c'est peut-être de faire un tour de table et de vous présenter. Je pense que vous êtes déjà bien sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous connaissent dans le chat. Mais moi, ça m'intéresse de réavoir une présentation de ce que vous faites, qui vous êtes et de votre parcours en freelance. Ok, qui démarre? C'est toi. C'est moi? Jeanne, c'est toi. Honneur aux dames, dis donc. Non, j'aime pas démarrer. Ah bon, j'aime pas démarrer. Bon, vas-y, Ludo. Moi, c'est Ludovic. Donc, Ludo pour les intimes, on est tous intimes ici, je suppose. Et je suis digital nomade depuis bientôt 3 ans. Et pour en parler un peu plus de mon activité, donc je suis en freelance et je fais de la publicité Facebook pour mes clients, plutôt au secteur e-commerce. Donc, du coup, je les aide à vendre en ligne grâce à la publicité sur Facebook. Du coup, moi, c'est Jeanne. Je suis social media manager pour les boutiques en ligne. Et tous les deux, on a monté Nomad Pass, qui est un média pour aider les gens qui le souhaitent à devenir digital nomade. Et puis maintenant, ça fait 3 ans qu'on est digital nomade. Donc, on a fait pas mal de chemin, on peut dire ça comme ça. Ouais. On a pas mal bougé. On a commencé en Asie, ensuite on est allé au Portugal, on a fait là dernièrement 6 mois au Mexique. Et là, on est de retour un peu en France parce que les amis et la famille commençaient à nous manquer. Super. Top. Alex? Moi, c'est Alex Viseo. Donc, j'ai été influenceur voyage pendant 10 ans. Donc, mon job, c'était de donner aux gens l'envie de voyager, de leur montrer que c'était à la portée de tous et de toutes. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, en fait, j'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais besoin de me réaligner avec certaines valeurs, notamment environnementales, et aussi de toujours sentir que je grandis et que j'apprends. Donc, au bout de 10 ans, j'avais besoin de nouveaux challenges et justement d'apprendre de nouvelles choses et surtout aussi de les transmettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu. Donc, aujourd'hui, j'aide les gens qui, justement, sont freelance, qui ont une activité, qui sont CEO, qui ont une boutique, à parler de leur talent de façon inspirante pour attirer les bons clients et jamais en manquer et pas non plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui. En fait, ce que j'essaie de faire pour résumer, c'est si tu n'as pas envie de faire du phoning ou de démerder pour avoir des clients de façon un peu à l'arrache, je t'apprends à créer du contenu qui te ressemble pour attirer les bons clients. Super. Merci Alex. Moi, je suis ravie de vous avoir tous les 3 ici parce que je pense que j'ai plein de questions à vous poser. Et je pense aussi que dans le chat, il va y avoir pas mal de questions, non seulement par rapport à vos parcours qui sont ultra inspirants, mais aussi tous les bons conseils que vous pouvez apporter parce que tous les 3, vous avez, en plus de votre casquette freelance,
d'anciens freelance ou de freelance actuellement. Vous avez aussi cette casquette de formateur, vous êtes ultra pédagogue et donc vous allez pouvoir nous filer plein de bons conseils pour développer nos activités. Donc, merci d'être là et sans plus attendre, moi j'ai plein de questions à vous poser. Donc, je vais peut-être démarrer. On t'écoute. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, juste une présentation succincte. Donc, moi, je m'appelle Lise. J'ai fondé La Minute Freelance, qui est un organisme de formation pour les indépendants. Et cet événement ce soir, c'est un peu le début d'une série d'événements que je fais en ligne et en France pour célébrer le lancement de mon livre. Donc, mon livre s'appelle Tout pour être freelance. Il sort demain officiellement. Et après 9 mois d'écriture, si vous avez déjà écrit du contenu, écrire un livre, ça n'a rien à voir. Ça va vous drainer plus. Mais c'est aussi une super expérience. Angélique dit bravo. Merci Angélique. Et dans ce livre, en fait, on voit une espèce de feuille de route pour trouver une idée, se lancer, trouver des clients et puis après consolider son activité. Et l'idée, en fait, des séries d'événements que je vais faire aujourd'hui, mais aussi dans les semaines qui viennent, c'est d'interroger des experts comme Jeanne, Ludo et Alex pour venir nourrir encore plus le débat sur le freelancing. Donc aujourd'hui, comme j'ai la chance d'avoir à la fois des créateurs de contenu, mais aussi des nomades digitaux et des personnes qui ont osé se lancer et qui ont des marques personnelles très fortes, et bien on va partir sur ces questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez préparé des choses, si vous avez envie de creuser ces sujets, vous pouvez mettre à tout moment vos questions dans le chat. Et moi, je vais commencer. Alors, par qui je commence? Jeanne, elle adore commencer. Allez, je veux bien. Alors, Jeanne et Ludo, donc je vous connais tous les trois, je vous connais déjà, donc ça c'est chouette parce que je sais exactement, vous êtes très inspirants et je sais sur quelle question vous emmenez. Jeanne et Ludo, ce que je trouve assez fantastique, c'est que vous êtes issus du monde de l'agence, donc vous étiez en agence et vous aviez pas mal de compétences assez transversales finalement dans les métiers du numérique. Vous aviez cette capacité à gérer des comptes, des clients, des contrats en agence en tant que salarié. À quel moment vous vous êtes dit, le salariat pour nous c'est fini, on veut devenir freelance? Alors, c'est le truc social Ludo qui commence. Ouais, donc pour être tout à fait honnête avec toi, c'est arrivé quand on était en vacances. Du coup, le salariat, ça permettait nous, on avait nos traditionnelles vacances, on avait 5 semaines de vacances, et on a été en vacances en Asie pour la première fois, au Sri Lanka pour être précis. Et donc, au moment de rentrer vers la fin, quand on commence à avoir un peu le bad de rentrer, imaginez qu'on va repartir dans 4-5 mois. On est arrivé dans un café au Sri Lanka, au bord de la plage, et en fait, on a vu des gens avec des ordis. Et là, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est des nomades digitaux. Donc, en fait, j'avais déjà plus ou moins entendu ce concept, mais pour moi, c'était hyper abstrait, ça n'existait pas. C'était quand ça? C'était en 2018, février 2018. C'est frais encore, hein, c'est frais. Ouais. Je pensais que c'était un peu plus. Ouais, si, c'est février 2018, mars 2018. Et le fait de voir ça, ça a un peu matérialisé la chose. Et du coup, c'est un peu devenu une obsession en disant, OK, en fait, c'est un truc qui existe, on va faire ça. Et là, du coup, de fil en aiguille, on a commencé à se documenter énormément. Et c'est-à-dire que voilà, c'était possible. Et c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc, du coup, c'est là qu'on a commencé à réfléchir au plan, à comment vraiment mettre ça en place pour pouvoir, en fait, devenir digital nomade. Je pensais pas qu'il allait dire ça, et c'est pour ça que je lui ai dit, vas-y, commence, parce que en fait, il y a un petit truc qui est drôle avant ça, c'est que moi, quand j'ai rencontré Ludo, je bossais déjà en CDI depuis plusieurs années. Ah oui. Et lui, il commençait, je crois, son stage, ses premiers jours de stage. Et il est rentré de genre son premier jour de stage et il m'a dit, mais en fait, genre avoir quelqu'un en dessous de toi, c'est pas possible. Enfin, en gros, moi, je pourrais jamais. Et là, je me suis dit, ok, ben le mec, il est dans la merde en fait. C'est vrai que Je je l'ai me suis pas dit, précisé, ça. La retraite, ça paraissait super loin et C'est ça, un jour de c'est stage. ça. Donc moi déjà, je me suis direct dit, ah ouais, le salariat, c'est pas fait pour lui. Donc, voilà. Donc il y a déjà eu ce premier, je pense, cette première un peu révélation. Après, en effet, il y a eu ce voyage au Sri Lanka. Moi, je savais pas du tout ce que c'était que des digital nomades. J'étais pas du tout dans cet écosystème-là. J'avais jamais entendu parler de ça et tout ça. Donc Ludo m'a expliqué. Moi, je pensais vraiment que c'était voilà, des genres en voyage
qui faisaient des trucs sur leur ordi, genre, dans ma tête, c'était vachement des profs de yoga ou des trucs comme ça qui mettaient leurs cours en ligne ou qui faisaient leur site internet. Enfin, ça pouvait être ça, mais je me suis pas dit qu'il y avait une multitude de métiers possibles et que c'était aussi possible pour nous, quoi. Ouais. Donc, voilà comment commencer. C'est assez fou parce qu'en fait, c'est pas tant le freelancing qui vous a attiré, c'est le fait de voir des nomades digitaux, ça a ouvert le champ des possibles. Vous vous êtes dit, tiens, ça existe, c'est possible, on va creuser. Et finalement, vous avez choisi le freelancing comme mode de travail pour pouvoir coller à votre style de vie rêvé. Exactement, parce que pour nous, en gros, c'était le plus simple parce qu'on avait des compétences avant, même si au final, ce qu'on fait, c'est pas exactement à 100% ce qu'on fait maintenant. Mais c'était les choix entre freelance ou entrepreneur. Le choix était vite fait pour nous. On savait très bien qu'entrepreneur, ça allait prendre beaucoup plus de temps, qu'il fallait peut-être avoir des moyens financiers, etc. Et pour nous, le freelancing, c'était le moyen le plus simple. Pas besoin de somme pour se lancer, à part avoir mis des sous de côté. Peut-être qu'on en parlera par la suite. Mais en gros, c'était un peu le choix logique qui continuait en fonction de ce qu'on avait fait, nous, en entreprise, et ce qui était le plus simple à faire très rapidement, en fait. Ouais, c'est super. D'ailleurs, dans les commentaires, Angélique dit qu'elle a eu la même expérience. Donc, c'est en étant en Thaïlande et en écoutant Nomade Digital, donc qui est certainement un podcast, qu'elle a eu aussi cette idée de champ des possibles. Donc, c'est assez incroyable finalement que vous avez eu une démarche qui était inspirée par de l'observation. Et bravo à vous d'avoir sauté le pas. Je pense que Alex, ce qui est fascinant, c'est que toi, tu as commencé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on était au démarrage de tout ça. Le statut d'auto-entreprise venait de se lancer, c'était tout nouveau, le monde numérique n'était pas encore structuré, c'était le début du blogging. Donc toi, quand tu t'es lancé, il n'y avait rien en fait pour t'aider, il n'y avait pas de ressources. C'est horrible parce que 10 ans, tu dis en 10, c'est pas long, mais en fait, les choses ont évolué, la société a évolué, les technologies et même les strates ont évolué, c'est fou, j'ai l'impression que je suis un dinosaure parce que c'est horrible, c'est horrible. Pourtant, Ludo, il a des cheveux blancs et moi même pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus jeune. En vrai, c'est exactement ça, c'est-à-dire que donc moi, je bossais pendant 6 ans pour un site web, j'étais directeur de clientèle en régie pub, donc open space, etc. Je suis parti faire un tour du monde. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'était bien cette année, là, en bougeant, en voyant des trucs cool. Moi, je n'ai pas envie, en fait, de me retrouver de nouveau cloisonné, en fait. Moi, c'est la cloison qui me… Pas la cloison physique, mais même un peu. Mais c'est me retrouver cloisonné dans des horaires, dans des missions précises, dans la répétition. Mon cerveau, il n'est pas fait pour la répétition. Et d'ailleurs, je l'ai très vite vu dans mes jobs d'été au travail à la chaîne. J'étais dans les usines, je pétais les plombs. Mon cerveau, il me fait, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas pour toi. Il y en a qui sont très forts, justement, dans la répétition, que ce soit les athlètes, que ce soit les comédiens, etc. C'est de la répétition. Moi, je ne peux pas. Mais je me suis retrouvé dans un moment où blogueur, c'était un passe-temps. Influenceur, le mot n'existait pas. Et comme tu disais, en termes de ressources et d'inspiration, et aujourd'hui, tu as tellement de gens qui documentent leur chemin, leur process, leur aventure, que tu peux te dire, cette personne-là, elle m'inspire, ou l'autre, peu importe, c'est là où c'est la puissance du personal branding, et tu vas te nourrir de ça. Donc moi, je me suis retrouvé à, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je sais que je voudrais faire des vidéos de voyage et qu'on me paye pour ça. Autant te dire que j'ai fait rigoler des gens, parce qu'à part Yann Arthus Bertrand et Nicolas Hulot, à cette époque-là, il y a des mecs à la télé, c'était mort, tu vois, il n'y a pas de… Non, mais je sais pas. Et c'est assez flippant parce que moi, je me suis retrouvé dans un moment où je ne savais pas comment j'allais gagner mon argent, quand j'allais en gagner et combien. Et ça a été assez stressant, mais à la fois très exaltant. Et moi, j'ai mis 3 ans en fait à avoir ce maintien où mon activité d'influenceur voyage, parce que l'influence marketing est arrivée vers 2013, fin 2013. Et là, ça m'a permis d'avoir des missions. Avant, je prenais un petit peu des missions comme ça à la volée, puis je repartais voyager. Je n'étais pas stable, entre guillemets. Ce n'était pas une activité stable. Ouais, ça a mis du temps et les choses incroyables. Et quand je vois aussi, tu sors ce livre, tu vois, c'est pour moi, c'est fou en fait. C'est genre, tu as juste à prendre un livre, entre guillemets, appliquer des bonnes méthodes ou d'autres. Il y a d'autres ressources et tu peux y arriver. Tu vas gagner un temps fou. Moi, les gars, j'ai mis 3 ans. 3 ans parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. Alors après, évidemment, il y avait moins de possibilités. Aujourd'hui, tu vois, on se fait un conf call, on se fait un Zoom, une conférence comme ça. On est sur 4 coins du monde. Il y a 10 ans, c'était un peu plus compliqué techniquement. Donc, c'est assez puissant en fait. Je pense que les gens doivent comprendre qu'aujourd'hui, il y a une vraie richesse de l'accessibilité de l'information. Et aujourd'hui, on dit oui, attention, les formations en ligne, ouais, les bouquins. Non, mais en fait, tu n'as pas compris.
Il y a 10 ans, il n'y avait rien en fait. Donc, ne te pose même pas la question si c'est cool ou pas. C'est cool. Après, à toi de choisir l'affinité que tu as et tes objectifs, mais c'est cool. Ouais. Pour ta question. En fait, aujourd'hui, il y a des vraies feuilles de route qui existent et du mentorat qui se met naturellement en place. Ce que vous faites aussi aujourd'hui, Jeanne et Ludo, je sais que vous venez de sortir une formation pour trouver des clients en ligne. Alex, je sais que tu as sorti aussi une formation sur la marque personnelle, la productivité. Donc, en fait, on peut apprendre auprès de personnes qui nous inspirent et qui ont fait ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y a cette connaissance, mais il y a aussi 2 autres éléments qui viennent plus de notre curiosité, qui viennent de l'intérieur. Et il y a comprendre le champ des possibles, ce que Jeanne et Ludo ont vu en vacances. Et puis, il y a cette espèce de foi qu'on a. On a foi en son projet. Et ça, Alex, c'est ce que tu avais pendant 3 ans quand tu savais pas encore ce que tu allais manger, comment tu allais te nourrir. Et en fait, tu as quand même continué. Donc, tu n'es pas mort de faim, tu as persisté, tu aurais pu abandonner. Quel conseil vous donneriez à des personnes qui se lancent, pour qui c'est un peu long l'attente et qui doutent? Comment est-ce qu'on fait pour surmonter les doutes de l'entourage et les siens? Alors moi, si vous me laissez 1 seconde de répit, moi je vais répondre, je vous le dis tout de suite. Vas-y. Complètement. En fait, il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux être sûr de réussir, si tu veux avoir toutes les réponses pour te lancer, tu ne te lanceras jamais. C'est quelque chose en fait qu'il faut apprendre avec le chemin. Parce que si tu veux être sûr que tout soit nickel pour te lancer, entre guillemets, pour être sûr de ne pas te casser la gueule, en fait, ça n'existe pas parce que déjà, tu te poses, peut-être que tu vas essayer de le faire, tu vas être perfectionniste et souvent, tu vas mettre 10 fois plus de temps, mais surtout, tu vas peut-être être complètement à côté de la plaque parce que tu vas être dans la théorie. Donc, il faut être vraiment dans la pratique, c'est-à-dire, lance-toi avec ton idée, teste, et en fait, c'est sur le terrain, sur la réalité des problématiques auxquelles tu vas faire face. Que ce soit genre, ah ben en fait, merde, mon offre, elle n'est pas bonne. Ah ben en fait, je suis trop cher. Ah ben en fait, j'arrive pas à trouver des clients. En fait, la façon dont je vais trouver des clients, ça ne marche pas. Donc en fait, à chaque fois que tu vas avoir une problématique qui va faire face à toi, tu vas devoir trouver des solutions et donc apprendre des choses et te débrouiller plutôt que faire une espèce de grande stratégie, etc., précise. Et en fait, ça se trouve, tu vas être à côté de la plaque. Et surtout, tu vas mettre 10 fois plus de temps. Fais une stratégie dans les grandes lignes, comprends où tu veux aller, comment tu veux y aller. Mais le détail du comment, tu vas le peaufiner, en fait. Tu vas l'optimiser et surtout trouver des solutions à chaque fois que ça va te faire face à toi, en fait, que tu vas y faire face. Ouais, donc finalement, ne règle pas des problèmes qui n'ont pas encore eu lieu. C'est exactement. Et surtout, non, mais ne crée pas des problèmes qui n'existent pas encore. Ne crée pas des problèmes qui sont que dans ta tête. Tu vois, j'étais commercial pendant, quand j'étais directeur de clientèle en régie pub, je vendais des espaces pub. Et je crois qu'un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné en tant que commercial, c'est ne pense jamais à la place de ton client. Pose-lui des questions, laisse-lui te dire ce que lui, il veut, ce dont lui a besoin. C'est-à-dire que quand tu es commercial, tu vas dire ah, cette offre-là, elle est parfaite pour lui. Mais si dans ta tête, tu es borné et que tu ne fais pas en fait la démarche de comprendre, de lier avec ton client une vraie relation, tu vois, où tu veux vraiment l'aider, en fait, tu ne vas pas avoir les bonnes infos. Ça se trouve, tu ne vas pas faire ta vente parce que lui, il lui faut B et toi, tu veux lui vendre A. Donc, ne crée pas des problèmes qui n'existent pas. Et ça, on est fort en général à ruminer dans notre tête, à se dire ouais, mais non, oui, mais si, mais je suis pas assez bien, ouais, mais je suis trop cher. Non, mais laisse-lui te dire. Laisse-lui te dire à ton client si c'est trop cher ou pas. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ton prix. Ça se trouve, c'est parce qu'il manque une brique dans ton offre, par exemple. Une perception de valeur aussi, parfois. C'est toujours trop cher quand on n'a pas saisi la valeur que ça peut apporter. T'as une petite liste de punchlines comme ça? Ouais, j'ai 400 pages de punchlines. Ah là, c'est ça là. Moi, c'est ça. Toutes les punchlines, elles sont là-dedans. Avec ça, on va tout faire pour être freelance. Ouais, exactement. Et Jeanne et Ludo, du coup, vous, le doute, est-ce qu'il était présent au démarrage et comment vous avez navigué cette phase de lancement qui est ultra flippante? Ouais, le doute était clairement présent. Mais du coup, la première chose qu'on a faite, c'était de décider une date butoir. Nous, c'est un conseil qu'on donne souvent en disant, si on veut partir à telle date de nos boulots, pour l'exemple, c'était en décembre. Du coup, il fallait faire un rétro-planning, entre guillemets, en disant, moi, j'ai 3 mois de préavis. Donc, en septembre, j'ai donné ma démission. Et donc, du coup, pendant ces 3 mois, l'idée, c'était de faire un petit peu un plan dans ma tête. Même si j'avais pas mal de taf, c'était assez compliqué. Mais au final, l'idée, c'était de vraiment me former mentalement et me dire que c'est bon, là, c'est fait, j'ai posé ma démission. Et donc, du coup, maintenant, quelles actions je peux faire, quelle prochaine étape je peux réellement faire. Donc, c'était vraiment l'idée de faire ça dès le départ. Et au début, je n'avais pas d'offre, je n'avais pas
client en particulier. Et pour être honnête, même quand j'ai démissionné, je ne savais pas que j'allais faire de la publicité Facebook. Donc, ce que j'ai fait, c'est, vu que mon ancienne entreprise, discutait un peu de ces sujets futurs du travail, etc., on s'est mis d'accord pour que ma première mission, ce soit une étude pour eux. Du coup, ma première mission freelance, c'était une étude pour eux, pour parler du digital nomadisme. Donc ça, c'est le premier point que j'avais. Et là, je me suis dit, OK, avec cette première mission, ça va me permettre de vivre 6 mois à l'étranger. Et donc, du coup, c'était la première chose à faire. Ensuite, j'ai construit brique par brique. Et vraiment, c'est la première chose que j'ai fait pour un peu effacer le doute en me disant, OK, même si ce n'est pas forcément ce que je vais faire pour les 10 prochaines années, là, j'ai une première mission avec mon ancienne entreprise. Et ça, au moins, ça valide le modèle, entre guillemets. Super. Donc, ouais, première mission, t'as rassuré. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que, Ludo, c'est parce que ça se fait beaucoup. Moi, je sais que je n'ai jamais tilté, mais j'ai pas mal de potes à qui c'est arrivé. C'est quand ils se sont lancés, ils ont claqué leur DEM. Avant, ils se sont un peu assurés d'avoir des clients en allant chercher des gens, soit de leur boîte directement, soit en fait des gens du département dans leur boîte où potentiellement ils auraient des besoins que lui pourrait ou que eux pourraient fournir. Et c'est vrai que, alors moi, c'était pas exactement comme ça, mais moi, c'est mon ancienne boîte qui m'a directement mis sur un de leurs appels d'offres quand je voulais me mettre à faire de la vidéo de voyage, tu vois. Et moi, je me suis pas, parce que vu que je ne savais pas du tout comment on faisait, j'ai même pas eu l'idée de me dire est-ce que mon ancienne boîte de laquelle je me barre pourrait me filer de l'argent après. Tiens, pour moi, c'est un concept, ça marche pas. C'était encore avant. Mais ouais. Et en fait, après, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est toujours un bon conseil, que ce soit ton réseau, même ta famille, parle-en toujours quand tu te lances, ou même avant de te lancer, parle-en toujours au max autour de toi. Tu pourras toujours aider quelqu'un autour de toi et ça te fera tes premières expériences. Même si tu ne vas pas peut-être gagner des millions au début, l'idée, c'est vraiment de te créer un genre de portfolio et tes premières expériences, voir déjà si ça te correspond, quelle est la problématique de tes clients, pouvoir en parler en toute honnêteté, quoi, et savoir où tu vas. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire sur ce sujet, c'est que des doutes, on en a toujours et tout le monde en aura. Je pense qu'il y a un truc aussi vachement avec les réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde est parfait, tout le monde réussit, etc. Moi, des doutes, j'en ai toujours et c'est normal. Il faut bien avoir conscience que c'est normal. Moi, en effet, on avait ces dates butoirs et tout ça, mais au début, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire en tant que freelance parce que j'étais paumée dans ma vie, que ce que j'avais fait pendant 6 ans, ça ne me plaisait plus, que je voulais juste voyager. Je sais que ce n'était pas le bon point de départ parce qu'il fallait quand même trouver de l'argent et gagner de l'argent pour pouvoir manger et pour pouvoir continuer de voyager. Mais si vraiment, en fait, je savais au fond de moi que j'avais envie de faire ça et je savais que j'y arriverais. Je me suis dit, si j'y arrive pas, c'est pas grave, je rentrerai en France, je me retrouverai un CDI, je me débrouillerai toujours. Je me suis dit, au moins, j'essaie et je ne regretterai pas dans quelques années de ne pas l'avoir fait. Super. En tout cas, vous avez partagé vraiment des choses pratiques. Ce que je retiens de vos 3 conseils, c'est ne pas créer des problèmes tant qu'ils ne sont pas encore là, se fixer une deadline, une date butoir à laquelle on acceptera que son projet n'ait pas fonctionné et on donne tout d'ici à cette date. Et enfin, rationaliser l'échec, notamment, Jeanne, quand tu dis dans le pire des cas, je m'en sortirai toujours, se souvenir qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme si jamais on se plante. Ouais. Et que dans la plupart des cas, on rebondit. Et je rajouterai un 4e, c'est qu'il faut tester en fait, les gars. C'est-à-dire que si tu es dans un job qui, comme Jeanne, fait plus de sens, parce que voilà, tu as fait le tour, comme moi aussi, c'est pas des jobs qui tout à coup sont pourris, c'est juste que tu as fait le tour et que ça fait plus de sens pour toi. Eh bien, essaie quitte à prendre un jour de congé et travailler, essaie de trouver une mission freelance en side project sur ce que tu as envie de faire. Et vois comment ça se passe. Vois comment tu aimes faire ce job-là, peut-être à 22h le soir, après ta journée de travail, ou alors pendant un week-end, etc. Pour te dire que, est-ce que, malgré le fait que je sois fatigué, que ce soit dur parce que c'est nouveau, et qu'en plus, je viens de me manquer ma semaine de travail, je kiffe quand même cette activité. Est-ce que dans la réalité du terrain, est-ce que dans la fatigue, est-ce que dans la pression, j'aime ça? Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui disent « Oh là là, j'en ai marre d'être dans une agence digitale, chef de projet, j'en ai marre, je vais être photographe et tout. » En fait, ils mettent tout en place, son photographe, et en fait, dans la réalité du terrain, ils trouvent que ça ne leur plaît pas tant que ça, en fait. Parce que l'idée était sexy, mais ça ne leur plaît pas tant que ça. Et en vrai, il faut que ça te plaise quand tu es surchargé d'activité et que tu es fatigué. Parce que c'est ça l'activité de freelance, c'est ça l'activité d'entrepreneur. Au début, c'est cool, effectivement, parce qu'au début, tu tâtonnes, enfin encore, c'est cool. Si tu n'as pas de contrat, c'est compliqué, mais il faut que ça te plaise quand c'est dur, quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus. Et en vrai, tu peux largement créer cette situation immédiatement en ayant une petite mission et en plus de ton job. Voilà ce que je te dirais. Teste. Et si tu aimes là, à ce moment-là, c'est bon, tu vas dérouler. Ouais. C'est un super conseil.
on a toujours l'impression que son idée de métier, elle va un peu nous tomber dessus un jour. On a l'impression que quand on se réoriente ou qu'on a envie de changer de vie, que ça doit tomber tout cuit et qu'en fait, on aura cette espèce de clarté incroyable un jour comme par magie. Sauf qu'en fait, ça demande de l'exploration, des tests. C'est aussi la même chose pour trouver ses clients. Faut faire très attention à ce qu'on voit en ligne quand on voit des personnes qui disent voilà, j'ai publié 3 fois du contenu, on vient à moi avec des contrats. En réalité, même quand on est bien rodé, la plupart du temps, il faut un petit peu activer son réseau, il faut un petit peu activer ses contacts pour faire des ventes. C'est pas du tout cuit. Et ce que je dis dans le livre et qui fait écho avec ce que vous venez de partager, c'est qu'en fait, il faut avoir une démarche un peu presque de scientifique en freelance. Il faut avoir une hypothèse, la tester et faire des périodes d'itération. On va voir ce qui fonctionne pas et surtout ce qu'on aime. Donc merci d'avoir partagé tout ça et je ne sais pas si vous avez des questions sur ces points dans le chat, mais je vois qu'il y a une question de la part d'Angélique. Oui. Question pour Ludo. Comment en es-tu venu au Facebook Ads à force de chercher ou de faire simplement? Alors, en fait, moi, les Facebook Ads, pour revenir un petit peu sur la partie agence, en gros, on faisait des formations en présentiel où on aidait du coup des grosses boîtes à bosser comme des startups. En gros, c'était la transformation digitale. Et en gros, on montrait un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Facebook Ads, mais sans vraiment lancer de campagne. Donc, moi, on voyait juste la partie au-dessus. On disait, bon, là, on peut cibler telle ou telle personne, etc. Donc, moi, j'ai eu un intérêt déjà pour Facebook Ads de ça, mais j'étais jamais rentré dans le fond du sujet et ça, c'était un petit peu frustrant pour moi. Donc, du coup, quand je suis parti de mon boulot, c'est un peu par hasard que je me suis dit que j'allais probablement faire des Facebook Ads. Honnêtement, mon tout premier mail de prospection, moi, je l'avais envoyé à une boîte. C'était pour faire du montage vidéo parce que c'était ce que je savais faire en dehors de mon taf. Et au final, ils m'ont dit que ça les intéressait pas. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder un peu Facebook Ads. J'ai vraiment commencé à regarder et je me suis formé. Et là, je me suis dit, OK, ça a l'air cool et ça m'intéresse. Et surtout, j'ai vu que c'était porteur. Au-delà de ça, moi, le critère qui est intéressant, je trouve que c'est au-delà du fait d'aimer ce que tu vas faire, c'est de voir aussi si c'est porteur. Parce que tu peux aimer quelque chose et au final, il n'y a personne qui va être intéressé. Donc, pour moi, ça cochait les 2 cases. Et surtout, je me suis dit, ça, c'est un truc que je peux faire 100% à distance. Donc, je suivais Stan Leloup à l'époque, lui qui avait une agence, il faisait du Facebook Ads et lui, il était complètement à distance et du coup, ça a complètement matché et j'ai regardé sa formation offerte et c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais faire ça. Génial. Donc, encore une fois, Ludo, tu fonctionnes beaucoup à l'inspiration, ce qui est énorme. En fait, tu te laisses inspirer, tu as le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Exactement. Super. Jeanne, toi, ton idée de métier, social media manager, donc est-ce que c'est parce que tu aimais les réseaux sociaux? Est-ce que tu as perçu une opportunité? C'est un peu tout ça. En fait, au début, je savais vraiment pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, j'en ai parlé un peu autour de moi aux personnes qui étaient proches, que ce soit ma famille, Ludo, etc. Et tout le monde me disait, ah, mais tu es super beau sur les réseaux sociaux, est-ce que ça te plairait pas et tout ça. Donc, moi, au début, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Et en fait, j'ai eu une première opportunité comme ça, en fait, via Malte, où on m'a proposé de bosser sur un projet sans date vraiment limite. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tester, je vais voir si ça me plaît. Et en l'occurrence, je m'éclatais et je me suis dit, non, mais trop bien, je vais pouvoir faire ça. Plus, il y avait le fait qu'on avait lancé le Nomad Place et que moi, je m'éclatais à gérer les réseaux sociaux, en fait. Et donc, ça a été vachement juste… je me suis dit, ah ouais, tout le monde avait raison, mais même moi, je n'avais pas remarqué que c'était quelque chose que… Enfin, je savais que j'aimais faire ça, mais je ne pensais pas que je pourrais vendre ça, en fait. Ouais, c'est fou. Donc, un peu le parcours, finalement, s'est construit au fur et à mesure. Et ça, c'est peut-être quelque chose à mémoriser. Vous pouvez nous dire dans le chat où vous en êtes. Est-ce que vous êtes au stade de l'idée? Est-ce que vous avez déjà un métier? Et aussi nous préciser ce que vous faites. Comme ça, on aura une petite idée de ce que vous êtes en train de créer ou ce que vous avez envie de créer. Alex, ce qui est passionnant dans ton cas aussi, c'est que donc toi, ton métier, tu l'as créé à un moment donné où ça n'existait pas encore. Blogueur pro, c'était pas quelque chose qui était vendeur. Hein, on gagnait pas encore sa vie à l'époque avec le blogging. Une fois que ça a commencé à prendre un petit peu, une fois que les marques étaient prêtes à créer des partenariats, à sponsoriser du contenu, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais pouvoir leur proposer? Est-ce que les opportunités sont venues à toi? Est-ce que tu as été proactif et que tu as construit des offres? Alors, aujourd'hui, il y a deux, effectivement, sur la partie influence. Donc là, j'étais vraiment dans cette partie comme un freelance, en fait. C'est-à-dire qu'on m'engageait pour une mission.
même si cette mission est d'aller 2 semaines, par exemple, au Costa Rica où tu habites, Lise, et de Ouais. produire du contenu, ou en Polynésie, ou peu importe, et on m'engageait pour créer un certain nombre de contenus. Aujourd'hui, effectivement, je suis sur la partie entrepreneuriat, donc où j'ai des formations en ligne, où j'ai une équipe, où justement, j'ai arrêté de troquer mon temps contre de l'argent. C'est un peu ça aussi le principe de l'entrepreneuriat, c'est scaler sans être déterminé à un taux horaire. Et du coup, en fait, moi, c'est venu à moi dans le sens où, je te dis, vu que je ne savais pas, moi, en fait, j'avais ni les connaissances, ni le bon mindset. C'est-à-dire, le bon mindset aujourd'hui, c'est de ne pas faire de l'apprentissage comme on te l'apprend à l'école. C'est-à-dire de l'apprentissage ou empirique. C'est-à-dire, tu apprends plein de trucs et puis tu essaies d'apprendre, puis après, tu arrêtes, et puis après, tu fais. Et à force de faire, tu comprends. Ça, c'est la pire des choses à faire, les gars. Je vous dis, ça ne se fait plus. Ça, c'est l'ère industrielle. On t'apprend, tu te mets dans une classe, on apprend à tout le monde pareil. Une fois que tu as appris, tu apprends. Et après, de temps en temps, à force de faire, tu apprends des petits trucs en plus. Laisse tomber. Ça prend des années. Moi, ça m'a pris 3 piges de comprendre qu'au fait, aujourd'hui, tu as besoin d'une situation et tu vas apprendre en fonction de la situation et tu vas suivre des mentors. Des mentors, que ce soit en lisant des livres, en regardant des vidéos, etc. Et en lisant des mentors, ben, tu vas juste te permettre de comprendre comment ça fonctionne. Moi, je ne savais rien, donc je n'apprenais pas. Je ne savais pas trop comment je faisais, donc je le faisais un peu en tâtonnant. Et grosso merdo, j'ai eu la chance quand même d'avoir continué en fait pendant 3 ans à produire du contenu par passion. C'est-à-dire que moi, j'adorais partager ma passion du voyage. Je voulais que les gens y voyagent. Ça leur ouvre l'esprit. Ils se rendent compte qu'ils sont capables de beaucoup plus de choses qu'ils s'imaginaient, qu'ils voient le monde non plus comme des problèmes, mais comme des opportunités. Bref, j'ai continué. Et en fait, en faisant ça, et en le faisant un peu la fleur au fusil, c'est les gens qui sont venus à moi directement en fait, sans même que je sache que je pouvais le monétiser. Et un premier office de tourisme qui est venu m'a dit Alex, j'aimerais bien que tu viennes dans ma ville, que tu fasses des petites vidéos et tout. Et je me souviens, je l'avais envoyé un peu basé, parce que c'était une petite ville de France. Là, c'était une petite ville française. C'était où, dans la Creuse ou, est-ce qu'on peut avoir le nom du département? Sûr, Stéphane Canarias, je le remercie encore. C'est grâce à lui que j'ai compris que ce métier existait. C'était à Brive-la-Gaillarde, figure-toi. Ah, mais c'est pas mal, Brive-la-Gaillarde. Ouais, mais on va dans le trou quand même de la France. Et du coup, je lui ai dit vraiment, j'ai fait écoute, c'est super sympa. Là, je peux pas, je pars en Jordanie pendant 1 mois. Je vais faire un trek à cheval sur des pur sang dans le désert. Enfin, tu sais, le mec, il a en mode snowing. En mode, c'est cool. Mais un peu dans la tête, je fais comment tu veux que je fasse des vidéos là-bas? Enfin, je me disais, je vais pas y arriver. C'est pas ma cible en positionnement. Puis, 1 mois après, quand je reviens, il me rend un mail. Non, mais j'aimerais vraiment que tu viennes. J'ai fait, mais ouais, non, mais attends, mais tu fais comme d'habitude, mais je te paye. Je fais comment ça? Je sais, bah, tes vidéos, elles donnent envie de voyager, donc si tu les fais chez moi, bah, je me dis qu'il y aura peut-être des gens qui vont venir. Et là, j'ai fait, ok, ça veut dire que je fais comme d'habitude et là, je suis payé. Il fait, ouais, je fais, ah d'accord. Attends, là, je tiens un truc là. Là, il y a peut-être un business, tu vois. Et en fait, et à partir de là, en fait, il faut comprendre que quand tu es freelance, même quand tu es employé, si tu fais ce qu'on t'a demandé et que tu le fais bien, tu le fais en plus en essayant d'être sûr que ton client il est satisfait et potentiellement de surdélivrer un petit peu et que l'expérience utilisateur, l'expérience client était cool, parce que tu peux rendre un super travail, mais qu'en fait, c'était une horreur de travailler avec toi, ça va se savoir. Et en fait, moi, j'ai fait une première mission. Il y a une autre personne qui m'a contacté, un office de tourisme, c'était l'Allemagne d'ailleurs. Et après, à partir de là, vu que je me suis donné à fond, je me trouvais ça incroyable qu'on me donne de l'argent pour faire exactement ce que je fais depuis 3 ans gratuitement. Et ben en fait, le téléphone, il ne s'est jamais arrêté de sonner pendant 10 ans. Parce que c'est comme n'importe quel secteur, tu peux prendre le luxe, l'automobile, le design, peu importe, c'est tout petit. Tout le monde se connaît en vrai. Et si tu es bon, ça se sait et ça va se savoir de plus en plus. Et si, en fait, tu mets un point d'honneur à ce que chacune de tes prestats, en fait, la personne qui est venue te voir, elle repart plus heureuse que quand elle est venue avant te rencontrer, tu es sûr que tu ne manqueras jamais de boulot. En vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est fou. Et c'est vrai qu'en tant que freelance, quand on est dans une dynamique de produire du service, on est un peu comme un artisan. On va chouchouter chacun de ses clients. On n'est pas dans du travail de masse, on est plus dans du travail d'orfèvre de détail. Et c'est vrai qu'on est recommandé facilement. Et gagner sa vie, en tout cas en échangeant son temps contre de l'argent, cette partie freelance, c'est quelque chose auquel on peut accéder plus facilement, entre guillemets, qu'on ne le croit. C'est pas quelque chose c'est pas comme vouloir construire le futur Facebook où là on est plus sur un modèle d'hypercroissance, d'investissement, il faut aussi un peu de chance. Être freelance, c'est à la portée de beaucoup de personnes, mais pour autant, tout le monde n'a pas non plus envie ou les épaules pour devenir freelance. Alors vous, en termes de bon, déjà super, merci pour ces partages. Je vais juste faire un coup d'œil rapide dans les commentaires. Alors, désolé pour le Limousin. On adore la Creuse.
Putain. Excellent. Non, un gros bisou. Tu plaisantes, je peux dire que les 10 années qu'on suivi cette fameuse mission, Ouais. j'étais bien content d'être parti à Brive-la-Gaillarde. Et pour rebondir sur ce que tu dis, pendant que tu checkes un petit peu les commentaires, au-delà de c'est plus facile qu'on imagine d'être freelance, et surtout, on a aussi attention, tu sais, dans le côté inspiration sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, je suis freelance, je fais 10 000 balles par mois, je fais 15 000 balles, je fais 30 000 balles. Super, ça existe, effectivement, il y en a plein. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à la base, les gens, ils veulent être freelance juste pour remplacer leur salaire, mais avoir un lifestyle qui leur correspond plus. Et en général, le salaire, c'est quoi? Si tu es sur Paris, ça va être 2005, 3000, 3005, tu commences à avoir des salaires quand même qui sont plutôt corrects. En vrai, et en fait, souvent, quand les gens, tu te laisses alpaguer, tu vois, tu sais, je dirais charmé par tous ces postes parce que tu es freelance, parce que tu te documentes, et tout à coup, ton standard, il est plus de juste recréer ton salaire, il est tout à coup de tu veux niquer le game, tu vois. Tu veux niquer le game. En gros, mais calme-toi, parce qu'en fait, tu te crées une frustration, tu te dis, ouais, il faut que je fasse 10 000, il faut que je fasse machin. Calme-toi, en fait. C'est-à-dire que essaie juste déjà de reproduire ton salaire, ce qui est, entre guillemets, plus simple, puisque souvent, quand tu es en freelance, ton taux horaire est beaucoup plus élevé, où tu vas être sur des missions, et tu peux faire des plus gros tickets avec moins de temps. Et c'est surtout ça, tu vas prendre une mission, 2 missions, c'est bon, tu es refait. Imagine, tu gagnais 2000 ou tu avais un petit salaire 1008. En vrai, c'est ultra simple. Il faut juste te bouger le cul. Mais l'avantage du freelancing, c'est que tu vas doper ton salaire au taux horaire. Après, il faut te démerder pour avoir des horaires, avoir des heures à vendre et avoir des missions. Mais en vrai, c'est ça. Il faut le voir différemment. Il ne faut pas se dire, il va falloir que je fasse 35 heures pour refaire. Non, c'est pas pareil en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un, te mets pas la pression de gagner une fortune. Et deux, l'avantage de ton taux horaire, c'est qu'il va être exponentiel en fait par rapport à ce que tu gagnais avant dans le même métier. Ce qui va compenser la potentielle précarité. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, je vais replacer une punchline de Tout pour être freelance. Quand même. C'est que le freelancing, c'est pas le frère pauvre de l'entrepreneuriat. C'est pas un manque d'ambition de vouloir être freelance. C'est pas une mauvaise chose d'échanger son temps contre de l'argent. Et toi, si ce qui te fait kiffer, c'est de gagner 3 000 € depuis Bali et d'aller surfer et de faire du yoga et de travailler 25 heures semaine, c'est tout aussi valable que quelqu'un qui a envie de faire 1 million par an. Même 1005. Oui, c'est ça. 1005. C'est bien déjà. Même travailler, travailler 10 heures par semaine, et go, tu vois. Enfin, c'est même pas forcément 25 heures, quoi. Après, c'est vraiment chacun, c'est le fameux pourquoi, quoi. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du temps, tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la liberté, tu veux voyager. Ouais, le fameux pourquoi. Ouais, le pourquoi. Et aussi le pourquoi, je pense, il y a le pourquoi pour soi. Et il y a aussi le pourquoi, la mission plus large qu'on peut avoir, qui peut être la valeur qu'on a envie de créer pour ses clients, le type de projet dans lesquels on veut s'investir. Je pense qu'on est tous, ce qui ressort beaucoup de vos partages de parcours, et ce qui m'a vraiment aussi poussé dans le mien, c'est qu'on a envie de faire les choses bien, on a envie de les faire avec le cœur, on est passionné. Ludo, quand tu parlais d'avoir trouvé Facebook Ads et d'aimer ça, Jeanne qui aimait, tu t'éclatais à faire la com de NomadPass sur les réseaux sociaux, Alex, tu faisais déjà ça gratos, en fait, c'était ta passion, donc pourquoi pas être payé pour ça, c'est ouf. Mais alors là, je vois une question justement, donc une fois qu'on a trouvé sa passion, qu'on a trouvé son métier, qu'on se lance, il y a la thématique de trouver des clients. Donc Angélique a demandé où vous les aviez trouvés, vous avez déjà répondu, donc Ludo, tu as été dans la prospection, tu as proposé du montage vidéo, ça n'a pas marché. Et après, tu as retrouvé d'autres clients, je suppose, en prospection. Ouais. Jeanne, toi, c'était Malte, ta première mission. Ouais, Malte. Après, j'ai rejoint des groupes de freelance, notamment le Hub Nomade. Et c'est aussi un bon conseil que je donne quand tu démarres, c'est que si tu rejoins des groupes de freelance, déjà, tu auras les réponses à toutes tes questions parce que tu as différents niveaux de freelance. Et aussi, ça va te permettre de pouvoir prendre des missions ou pouvoir collaborer avec d'autres freelances sur des missions dès qu'ils vont avoir un besoin. Et ça, c'est un super démarrage. Donc, moi, j'ai eu une mission comme ça qui a duré 1 an et demi et qui s'est super bien passée. Et c'est des gens aujourd'hui avec qui je bosse pour leur nouvelle startup. Donc, en fait, faut vraiment pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes, en parler autour de soi au maximum. Il n'y a pas forcément qu'une façon de trouver des clients. Et puis, chacun va avoir la façon avec laquelle il est le plus à l'aise ou pas, notamment que ce soit de la création de contenu ou de la prospection et tout ça. Voilà, moi, je n'étais pas forcément à l'aise avec la prospection. Et donc voilà, il y a d'autres solutions. Et c'est ça qui est chouette aussi, moi, je trouve.
Ouais, et juste pour ajouter un point sur la prospection, parce que je sais que c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. En gros, j'ai envoyé un message sur LinkedIn. Hein. Je n'ai pas fait un truc incroyable. C'était une personne en plus qu'on voulait interviewer pour Nomad Pass à Bali, qui avait ouvert en fait un espace de co-living. Et en gros, on voulait l'interviewer pour Nomad Pass pour la partie justement co-living. Et moi, ma cible au tout début, c'était les hôtels, les coworking, les co-living. Donc du coup, je lui ai dit, bah, pendant que je fais l'interview, est-ce qu'on peut discuter rapidement de ton établissement? Et j'ai vu que tu avais fait des publicités Facebook. Est-ce que ça a marché? Moi, je peux te proposer ça. C'est l'offre que je lance. Est-ce qu'on peut partir sur ça? Et du coup, il a dit oui. Donc, c'était ça la première mission. Donc, prospection, on sait que c'est un mot qui fait peur, mais en fait, c'est juste réussir à créer des conversations. Et au final, au détour de la conversation, on ne va pas arriver en disant bonjour, je fais ça, je pense ça. C'est vraiment essayer de questionner la personne et au final, voir le besoin et dire bah, moi, je fais ça, donc je peux t'aider. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ouais, c'est super important. En fait, c'est aussi une erreur. Souvent, quand on a des freelances, moi, j'en récupère pas mal en formation, des freelances qui me disent oui, j'ai essayé de prospecter, ça ne fonctionne pas. Et leur email de prospection, c'est coucou, voilà ce que je fais. Si tu connais quelqu'un, écris-moi, bisous. En fait, non, ça ne marche pas comme ça parce que là, tu es dans la demande du temps de l'autre. Et l'autre a beau être très sympa, déjà, il n'arrive pas à percevoir comment tu peux l'aider. Donc, il n'arrive pas à se projeter. Et ensuite, il a autre chose à faire que te dire bah ouais, ok, je te prends par la main et je te trouve des contrats. Donc là, ce qui est intéressant dans ta démarche, Ludo, c'est super important, c'est que tu avais une démarche de conseil en tant que freelance, tu arrivais déjà avec des pistes, un début de conversation. Tu n'essayais pas de leur vendre quelque chose, tu essayais de leur apporter des solutions. Et en fait, c'est ultra kiffant quand on pense aux emails qu'on reçoit tous les jours. On en reçoit très peu des messages comme ça, du type j'ai vu ce que tu fais, tu peux aller plus loin avec telle technique. Viens en échange et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ça, c'est super difficile de dire non à quelqu'un qui nous apporte des solutions. Et je voudrais rajouter alors 2 points sur ce que tu disais, Jeanne, c'est super important, les interactions avec les autres. L'avantage quand tu es freelance, c'est que tu n'es pas concurrent en fait. C'est-à-dire que, tu vois, Ludo, il va être justement sur le Facebook Ads et en fait, peut-être que son client, il va avoir un besoin pour faire des créas, il va avoir besoin d'un graphiste. En fait, il va faire ça, il va faire hey, j'ai un graphiste qui est juste à côté parce que je passe ma semaine avec lui ou dans un café et boum, toi, tu es le graphiste qui est à côté, tu vas te retrouver avec une mission, tu es juste là en fait. Et juste parce que toujours tu as créé un lien avec Ludo et qu'il a l'air d'être cool et tu lui as montré 2-3 trucs, et ben, il va penser à toi. Ça, c'est une chose. Et dans le démarchage, il y a un truc qui. Alors, on a beaucoup entendu parler des partenariats, des collabs win-win, c'est-à-dire des collabs où tu gagnes, je gagne. Quand tu commences, ton temps, il vaut que dalle, comme disait Lise. En vrai, tu n'es rien, tu n'as pas de portfolio, tu ne sais pas qui t'es, tu t'es pas vendu, etc. Donc, c'est très bien de démarcher, comme elle a dit, Lise, et aussi fais ce qu'on appelle du no-lose. C'est du partenariat no-lose, c'est-à-dire tu utilises des offres où l'autre n'a rien à perdre. Typiquement, tu lui vois, tu es dans le Facebook Ads, si vraiment tu n'arrives pas à trouver des clients, tu vas voir un hôtel, je fais écoutez, j'ai regardé ce que vous faites, je pense que votre cible c'est ça, je vous ai fait une créa, si vous voulez, vous la faites tourner, et vous me dites que vous en pensez, si vous voulez vraiment que je la pilote, je peux faire, etc. Et si ça marche bien, bah, si vous voulez, on continue. C'est-à-dire que la personne, elle est là, tu lui as fait gagner son temps, elle n'a rien à perdre, de toute façon, elle a là sa créa, elle a tout le truc, elle n'a rien payé, et si ça marche, là, elle met un billet. Ça, c'est du partenariat no-lose, et ça se fait de plus en plus parce qu'en gros, et en fait, les gens, ils n'ont pas le temps, ils ont pas envie de dépenser de l'argent pour tu vois. Par contre, si tu leur fais direct gagner de l'argent, tu as fait une impression de ouf. Et en plus, tu montes ton taf et ça change tout en vrai. Et tu peux aller chercher des très, très gros contrats ou des très grosses choses si en amont, tu acceptes de faire un gros boulot en amont potentiellement pour rien gratuitement. Parce que derrière, ça peut faire mouche en fait. Exactement. Choisissez des winners quand vous faites ça. Choisissez des gens qui vont aussi s'impliquer. Ça marche bien avec des boîtes qui sont sérieuses et qui vont… parce que souvent, quand on ne met pas d'argent, on est un petit peu désengagé. Par contre, si vous choisissez des winners, des gens qui en fait ont envie d'y aller mais qui doutent de votre capacité à réaliser le travail, en effet, vous pouvez prouver que vous êtes capable d'avoir des résultats. Et comme dit Alex, ça peut faire des gros contrats derrière. Moi, j'ai un exemple. Quand j'ai commencé dans le monde de la formation, donc j'étais nouvelle, j'avais jamais créé de contenu, j'avais jamais fait de formation. En fait, je faisais gratuitement les plans. Donc, je parlais avec des organismes de formation en leur disant voilà ce que je peux vous proposer en termes de parcours de formation. Je peux rédiger le contenu pour vous. Donc, c'était de la sous-traitance, tout simplement, en conception-rédaction. Et je faisais carrément le plan, donc faire un plan de formation. Si vous avez déjà fait un programme, ça prend au moins une journée. Mais une fois qu'on avait le plan sous les yeux, on ne pouvait plus dire non, en fait, parce que c'était petits oignons. Donc, le travail gratuit avec modération, mais parfois, ça peut vous déclencher des belles opportunités. Je vais donner un autre exemple. Ouais, moi, juste là-dessus, c'est sur mon blog, parce que j'ai toujours mon blog viseo.net et pendant des années, c'est mon blog de voyage.
je reçois des mails de gens, genre, salut, je suis rédacteur, etc. Ben voilà, j'ai fait ça, je prends tant au mot, etc. Ok, super. Par contre, je peux te dire que j'ai eu 2-3 personnes, c'est pour te dire à quel point ça se fait pas, hein, dans toutes les 10 ans de mon blog, qui m'ont dit, Alex, et en fait, j'ai vu qu'il y avait des fautes d'orthographe des fautes de frappe et tout sur cet article. Je t'ai fait tout un document récap, etc. Si tu veux le corriger. Enfin, si tu veux corriger, j'ai fait wow. Et j'ai voulu voir jusqu'où elle allait la personne. Je fais, écoute, je suis en tournage. Ça t'embête si je te crée un accès WordPress, tu vois, juste de rédacteur, et tu peux me les corriger? Elle me fait, ouais, pas de problème. Et j'ai fait, mais t'es rédactrice toi aussi? Elle me fait, ouais, ouais. Je dis, mais attends, ça te dirait d'avoir du boulot? Et boum, ça fait 3-4 ans qu'elle bosse avec moi. C'est-à-dire que, comme tu disais, elle a créé un lien, elle a fait une bonne impression, elle m'a apporté de la valeur. Et ben derrière, en fait, forcément, j'ai envie de bosser avec toi. Je vois que tu es de bonne intention, tu t'es là, tu t'apportes. Et pas tout de suite en train d'essayer de me gratter. Ça change tout. Ça change tout. Ouais. Et choisissez, rappelez-vous qu'en freelance, vous avez le choix de vos clients. Choisissez des personnes avec lesquelles vous pourriez être potes. Choisissez, que ce soit dans des grands groupes, des startups, des entrepreneurs indépendants. Choisissez des personnes avec qui vous sentez que ça va matcher et avec qui vous aurez un lien d'humain à humain qui soit super fort. Parce que vous êtes aussi freelance pour ça, pour kiffer vos projets, et ça sera beaucoup plus facile de vendre avec des gens que vous appréciez que des personnes en fait avec qui ça ne matche pas du tout sur le niveau humain. Donc super cool. Merci Alex pour ton retour. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as partagé. Mitili parlait d'avoir constitué son réseau lors de son salariat. Donc toi Alex, tu as aussi mentionné ça pour tes premiers clients. Ils sont venus aussi du premier cercle. Tu as été placé sur un appel d'offres par ton ancien employeur. Et ça, et j'en parle encore une fois, punchline. J'en parle dedans sur ce premier cercle qui est super important. Même si on a l'impression de connaître personne, on a toujours des personnes dans notre réseau. Donc, super important de partager ce que vous faites, d'expliquer que vous vous lancez. Et les anciens employeurs, il faut savoir qu'un tiers des Français repartent dans leurs anciennes boîtes à un moment donné dans leur carrière. Donc, ne brûlez pas, on va dire en anglais, don't burn bridges, ne brûlez pas des ponts, ne partez pas en laissant une mauvaise image, c'est toujours en bon contact. Et peut-être que pour votre transition vers le freelancing, vous pouvez aller voir d'anciens employeurs et leur parler de votre nouveau statut. Ça se fait beaucoup. Donc, ça peut être aussi une idée de premier client. Clairement. Carrément. Et pour parler du réseau, moi, pour l'anecdote, le deuxième client, c'était la maman de Jeanne. Donc, même si on a l'impression le mec qui va taper chez la belle-mère, quoi. Non, mais ah ouais, tout le tiroir. Réseau proche. Elle a répondu à un post LinkedIn et elle a dit il faut qu'on en parle. Et voilà. Ah, ta belle-mère t'a répondu sur LinkedIn? C'est trop drôle. Connecté. Ah ouais, au-dessus du game, la belle-mère. Elle a dit je veux une landing page, Ludo, faut qu'on en parle. À mon avis, elle a du négo le devis, hein, parce que si elle t'a répondu direct sur LinkedIn, elle était en mode écoute-moi bien. Ouais, mais c'est en fait, c'est vrai que le réseau, mais on y pense, enfin, c'est exactement ce que tu as dit, Lise. On a l'impression qu'on connaît personne ou que autour de nous, on n'a pas cette chance. Mais ça peut être une tante à qui tu parlais plus depuis 3 ans. Enfin, c'est vraiment, on ne sait jamais en fait. Et nous, ce qu'on conseille aussi, c'est quand tu te lances au début, c'est peut-être de juste faire un post, en effet, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, d'en parler au max autour de toi, un dîner de Noël, peu importe où tu veux, mais dire voilà, je fais ça, bien expliquer ce que tu fais avec les termes où tout le monde peut bien comprendre vraiment ce que tu fais parce que c'est toujours un peu flou pour les autres générations. Et il y aura toujours autour de toi, je ne sais pas, ta tante qui a ouvert un chenil ou j'en sais rien, mais quelqu'un que tu pourras aider, quoi. Ouais, le père d'un pote. Et au final, si tu n'en parles pas à ce pote, tu ne le sauras jamais. Donc, l'idée, c'est de communiquer là-dessus au début. Ouais, super. Et surtout, la posture qui est ultra intéressante, que moi je vois chez beaucoup de freelances qui démarrent, c'est presque cette impression de déranger ou de venir, de demander qu'on nous rende service quand on nous donne une mission. Mais en fait, souvenez-vous que les entreprises ont besoin de talents, ont besoin de personnes pour faire le travail. Quand on est à l'échelle d'un freelance ou d'une personne, on ne se rend pas compte à quel point, quand on a une entreprise, on a besoin pour se développer du talent des autres. Donc en fait, on ne vous rend pas service quand on vous donne une mission. Vous êtes au même niveau. Et donc quand vous allez parler de ce que vous proposez, parler de la valeur que vous apportez, envoyer des messages sur LinkedIn, commencer à communiquer sur ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de quémander ou demander la charité de quelqu'un. Vous êtes en train de proposer un service qui va vraiment soulager des personnes, qui va les aider à progresser. Donc, souvenez-vous de ça, c'est super important. C'est vraiment une posture à adopter. Vous êtes au même niveau que vos futurs clients et donc vous n'avez pas à rougir ou à avoir honte de parler de ce que vous faites.
Ouais, et même au-delà du même niveau, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le client, en fait, il a plus besoin de toi que nous, on a besoin de lui. Donc toi, t'es au-dessus, Ludo. T'es au-dessus, il y a le soleil. Je les appelle et des gens qui me disent, ouais, là, je bosse avec une agence, les résultats ils sont catastrophiques, etc. Et du coup, en fait, là, je me dis, en fait, le client, il a vraiment besoin. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, quand tu as une compétence qui est rare et qui est reconnue sur le marché, en fait, tu peux apporter énormément à tes potentiels clients. Mais franchement, je vais rajouter un truc. Tu vois, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Effectivement, du coup, j'ai des salariés. J'ai des boss aussi avec beaucoup de freelance. En fait, en discutant avec beaucoup d'autres potes entrepreneurs, recruter, quand le recrutement, c'est pas du CDI, recruter, c'est recruter des gens qui vont faire une mission pour toi. Donc, c'est tous les types de contrats. C'est chaud de trouver une personne avec qui ça fit, compétente. Je te jure, aujourd'hui, franchement, en France, je te jure, en France, quand je dis en France, c'est en francophone. Parce qu'effectivement, tu peux être sur une plage à Bali si tu as envie. Mais tu es carré dans ce que tu fais, dans tes process. Tu es clair, tu es souriant, tu es positif. Tu apportes des solutions au lieu d'apporter des problèmes à ton client. Tu essaies toujours de lui faire gagner du temps. Et en plus, tu es fair dans la relation commerciale. Et que c'est même pas que tu es la meilleure ou tu es un tueur ou une tueuse dans ce que tu fais, mais c'est carré à chaque fois. Le client, il sent que tu veux bien faire et que tu prends la mission que tu lui donnes comme ta propre boîte. Mais je te jure, tu manques jamais de taf. Tu manques jamais de taf. Les gens, c'est pas carré. Ça répond à la bourre. Les gens, tu as l'impression qu'ils sont blasés. Ils demandent 10 fois le prix qu'ils valent en vrai. Tu as l'impression qu'en fait, tu dois les motiver à devoir faire la mission pour laquelle eux, ils veulent la faire, que toi, tu payes. Enfin, des fois, tu hallucines. Des fois, j'hallucine. Les gens en entretien, même en interaction, tu dis, mais man, mais gars, toi, tu vas pas durer longtemps. Enfin, c'est quelqu'un qui est un peu carré, qui est un peu dans la. Tu vois, et qui va même anticiper ton besoin. En fait, tu vas faire ça. Oh putain, toi, je te garde. Je te garde. C'était tout le temps. Je veux tout le temps bosser avec toi. Et, et dès qu'il y aura une mission, c'est toi qui va fider. Parce que je t'assure qu'aujourd'hui, cette mentalité, et ça va du plus petit au plus haut niveau des postes. Ouais. Du plus petit au plus haut niveau. Je t'assure. Et ça peut être même pour des saisonniers. Franchement, j'avais une fois, quand j'étais influenceur voyage, je discutais avec quelqu'un qui a une base de loisirs, il a une base avec une location de kayak sur tout un lac qu'il n'a pas pu ouvrir une année parce qu'il a trouvé personne. Parce que l'année d'avant, les jeunes lui avaient piqué dans la caisse, ils prenaient les kayaks, ils allaient faire des soirées avec, des trucs, des machins. L'année d'après, c'est ce qu'il a fait. Écoute bien, pour te dire à quel point si t'es bon, un minimum, il a fait venir une famille de Polonais. Parce qu'au moins, ça a été carré, c'était propre, ils étaient proactifs, etc. Putain, mais gars, si tu te lances en freelance, je te jure, tu as ces qualités-là qui sont des qualités normales de quelqu'un de pro. Et après, si après tes skills augmentent, c'est bon, tu es le roi du pétrole. En vrai, c'est la vérité. Et super important le point que tu as évoqué, en fait, quand tu partageais ton processus pour faire du sourcing, pour recruter un talent, que ce soit en freelance ou autre d'ailleurs, c'est qu'en fait, tu parlais de toi. Et les freelances, souvent, parlent de leur métier. Voilà, j'ai tel diplôme, j'ai telle année d'expérience. Donc, parce que j'ai autant d'années d'expérience, voilà mon prix. Sauf qu'en fait, le client, ça, il l'entend pas. Et il s'en fiche complet. Il a même pas un freelance, en fait, généralement, on ne demande même pas son CV. Le client, ce qui va toujours être important pour lui, c'est de comprendre, OK, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Et si vous faites un effort, si vous êtes curieux et vous faites un effort de compréhension du type de personne que vous avez en face de vous, qu'est-ce que ce client a besoin de faire pour réussir? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qui tracasse au quotidien? Ça ne va pas être, par exemple, de refaire son site internet. Si vous êtes web designer et que vous dites, voilà, je peux vous faire une refonte, le client s'en fiche complet. Ça va être plutôt de se dire, OK, comment j'attire plus de clients qualifiés sur mon site? Pourquoi mon site ne vend pas? Pourquoi mon site tombe en panne tout le temps alors que j'ai des commandes importantes qui doivent passer? Et que ça me coûte cher d'avoir un site qui tombe en panne. Toutes ces questions-là, en fait, pensez, et j'en parle dans le livre, pensez aux problématiques ou aux besoins, parce que on n'a pas toujours des problèmes, parfois on a aussi des envies, notamment dans la thématique du luxe par exemple, on a des besoins, des envies, des problématiques. Comprenez ça et parlez de ça à votre client et pas de vous. Et si vous faites ça, vous allez vous différencier de 99% des gens qui vendent des trucs parce que la personne en face va se sentir comprise. Et c'est ce que Alex disait quand il disait j'aime le process, c'est clair, ça, je capte tout de suite, les gens sont smart. En fait, c'est ça, c'est juste que les personnes lui ont parlé dans un langage avec lequel il était connecté. Effectivement. En fait, c'est important de comprendre que tu te vends pas toi, en fait. Même un entrepreneur, il ne vend pas un produit. Un freelance, il ne vend pas un produit ou un service. Il vend une solution. En fait, c'est juste ça. Si je t'engage, c'est que j'ai un problème. Il faut que tu résolves ça. Et pour
résoudre un problème le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, il faut poser des questions. C'est comme une embrouille dans la rue. Si l'embrouille, tu lui poses une question. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Ah ouais, en fait, machin, truc. C'est pareil. C'est le principe même de la communication au niveau le plus bas. Pose des questions, comprends la personne. Parce que c'est comme pour une vente, c'est pour n'importe quoi. Et si la personne, tu vas réussir à la comprendre et identifier, comme dit Lise, le problème spécifiquement, tu vas pouvoir aller tout de suite là. Tu vas pas essayer de tout lui changer, lui dire ah, mais c'est bon, ta solution, t'es mignon. Moi, c'est ça mon putain de problème en fait. Ne balance pas tout ton package, j'en ai rien à taper, tu vois. Parce que c'est ça aussi, le survendre, le truc. Non, amène juste la solution. Mais pour apporter la solution, il faut comprendre précisément le problème. Et comme tu dis, c'est comment tu nourris une discussion avec la personne. Parce que des fois, tu vas dire, ouais, mais j'ai pas perdu une heure au téléphone, etc. Si, en fait. Parce que cette heure au téléphone, c'est la facilitation de tout ton process derrière de délivrer ta prestat de freelance. Carrément. Et d'ailleurs, les bons vendeurs, ce n'est pas des personnes qui ont une capacité à s'exprimer qui est forte, c'est des personnes qui savent écouter. Il faut savoir écouter. Quand on sait écouter, on a tout gagné. Écouter et poser les bonnes questions. Exactement. Super. Est-ce que vous avez des questions sur la vente? On a bien exploré tout ça. Moi, j'ai une dernière question pour Jeanne, Ludo et Alex. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment trouver son idée, à quel moment se lancer, comment faire face aux doutes, comment trouver ses premières missions, les éléments qui vont aider un client à la décision et à bosser avec nous. Donc maintenant, une fois qu'on a trouvé, qu'on a sécurisé ses premières missions, comment on fait pour avoir des clients régulièrement? Comment vous faites pour toujours avoir un flux de clients vers vous? Puisque je sais que tous les trois, aujourd'hui, vous êtes stables, vous avez des superbes activités, les gens sont très contents de votre travail. Donc, comment on fait pour avoir ces résultats? Non, Ludo, on m'a dit que c'est ads, c'était un peu bancal, on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je voulais rajouter qu'on n'était pas stable mentalement, mais… Ah ouais. Ça, c'était plus pour Jeanne. C'est plus pour Jeanne. Moi, toujours de la prospection, mais pareil, hein, faut pas avoir peur de ce mot. Moi, j'essaie de régulièrement envoyer soit des mails de prospection, donc je fais des séquences automatisées, mais quand même personnalisées, vraiment très personnalisées. Je préfère être dans la qualité que plus dans la quantité. Là, j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai pas mal de clients, et ce que je faisais en parallèle aussi, c'était communiquer sur LinkedIn. Donc, ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'on a déjà des clients sur LinkedIn, c'est parler des résultats qu'on a eu avec nos clients, donc faire des espèces de cas clients assez régulièrement. Et moi, j'ai eu 2-3 clients qui sont venus comme ça, grâce aux résultats que j'ai eu avec un ancien client. J'en ai parlé, j'ai dit on a fait ça, ça, ça. Le problème du client, c'était ça, ça, ça. Et en fait, il y a des gens qui vont se reconnaître et en fait, ils vont dire ok, moi j'ai un problème qui est similaire, donc je vais le contacter parce que je pense qu'il peut m'aider. Donc, ça, c'est vraiment les deux piliers que j'ai fait. Prospecter en informant un potentiel client qu'il a un problème. Même pour rentrer dans le détail, moi, je faisais carrément des vidéos d'analyse des publicités. Par exemple, vous allez voir un client A, j'allais sur son site, je regardais ses publicités et je disais, je faisais une vidéo de à peu près 5 minutes et je disais, OK, cette publicité, elle est cool, mais pour augmenter la performance, vous pouvez faire ça, ça, ça. Si ça vous intéresse qu'on en discute, eh bien, on s'appelle et du coup, ça a bien marché. Parce que les gens se disent, OK, il a une expertise, OK, il peut résoudre un problème. Moi, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les compétences pour le faire moi-même. Du coup, je vais parler avec lui et peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Ça, c'est ultra puissant. Tu vois, c'est ça ce que je disais quand on est dans nos Dans le no-lose. Et en plus, il y a un truc qu'il faut comprendre. Il y en a qui disent oui, mais si je commence à filer des trucs gratuitement, comment je vais me rémunérer? Non, mais en fait, c'est exactement ce que dit Ludo. En fait, gratuitement, tu me dis que tu me fais gagner du temps avec des tips, mais moi, je n'ai pas le temps et les compétences. Donc, je vais te payer pour le faire. Même si tu me donnes la solution, tu me dis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je vais te dire ah ouais, tu as raison. Mais par contre, c'est toi qui vas le faire parce que moi, je n'ai pas le temps en fait. Et je vais t'engager pour ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se dire bah ouais, mais si je donne la solution, il ne va pas me payer. Mais si, il va te payer pour que tu la mettes en place en fait, parce que lui, il n'a pas le temps. Et s'il ne t'engage pas, c'est que de toute façon, ce n'est pas un client parce qu'il n'aura pas de budget pour. Tu vois, en général, c'est ça. Carrément, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que ça crée aussi dès le départ une relation de confiance où il voit, comme ce que tu disais tout à l'heure, Alex, la personne qui t'a dit je te corrige tes fautes, tu vois que la personne, elle a envie de faire et de bien faire. Exact. Elle a envie de t'aider, elle a envie de résoudre ton problème. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Tu mets de l'humain. Et pour répondre du coup à ta question, Lise, bon, évidemment, moi, je suis expert en personal branding et stratégie de création de contenu. Donc, non, moi, je ne fais pas de prospection. Sinon, ce serait un petit peu, je me foutrais de la gueule des gens, tu vois. Moi, je crée du contenu, justement, du contenu qui va permettre, justement, de créer un lien.
sans avoir à avoir tout le monde au téléphone. Donc, je vais raconter comment je vois mon business, je leur raconte mes valeurs, comment je me positionne, comment je me positionne en tant qu'être humain, tu vois, de ce que j'aime, ma vision des choses, mon grand rêve. Tu vois, je partage souvent le fait que j'ai envie de créer ma propre réserve naturelle privée et que du coup, mon business, eh ben, il va nourrir ça. Donc, ça veut dire qu'aussi les gens ils disent, OK, ah ben, en fait, lui, si ça peut plaire à d'autres, hein, mais si je donne de l'argent aux des formations, eh ben, ça va nourrir peut-être la préservation de l'environnement et non pas d'acheter une Lamborghini, tu vois. Pour d'autres, ça serait kiffant. Mais au moins, justement, ça permet d'attirer les bons clients. Et vu que je suis en permanence donc ça, c'est un type de contenu. Et l'autre type de contenu, c'est évidemment de la même façon que Ludo le fait en one-one avec une analyse. Moi, je vais créer du contenu qui va éduquer mon audience, qui va leur donner de la valeur gratuitement, des trucs super qualitatifs. Et là, on me dit toujours, oui, mais si tu donnes tout gratuitement, qualitativement, tu n'as pas de clients. Bah si, parce qu'en fait, le principe de faire ce qu'a fait Ludo, de créer du contenu, de n'importe quelle vente, c'est que tu es dans la réassurance. Tu es là pour assurer à ton client qu'il a raison de te faire confiance et de te donner de l'argent. C'est pour ça que quand tu vas acheter un truc, tu vas d'abord voir les avis clients sur Amazon, etc. Tu veux voir, tu veux être rassuré. Tu veux dire, est-ce que je fais le bon choix? Et en fait, quand tu crées du contenu ou quand tu démarches quelqu'un au téléphone, c'est juste dire, hey, voilà qui je suis, voilà comment je travaille et voilà un peu quelle personne je suis. Donc avec moi, ça va être cool, tu vas être pris en main et en plus, je sais exactement de quoi je parle. Donc, tu peux le faire de différents leviers. Et moi, c'est la stratégie de création de contenu à travers tous mes leviers que je fais ça. Et du coup, moi, les clients, ils viennent à moi. C'est ça qui est bien, c'est que et les partenariats et les opportunités. Tu vois, si Lise, aujourd'hui, elle m'a effectivement invité sur ce webinaire, c'est parce qu'elle a vu mes contenus. Elle sait qui je suis. Elle m'a vu émerger aussi sur ce secteur-là. Elle a vu que je montais en puissance, que je prenais en coffre, en calibre et surtout en expérience. Donc, forcément, elle s'est dit, tiens, c'est cool, il a de la visibilité, il sait de quoi il parle parce que je ne l'ai pas eu au téléphone. On a échangé, on s'est rencontrés en vrai avec Lise. Mais en vrai, on n'a pas échangé sur mon expertise à moi. Et là, je crée un lien autrement. Donc, c'est super important de la création de contenu aussi pour ça. Et il y a un point aussi, moi, que je voudrais rajouter sur la création de contenu, c'est que moi, aujourd'hui, je crée du contenu pas sur mon expertise en tant que social media manager. Je n'ai pas un compte où je vais dire ce que je fais en tant que social media manager. Mais aujourd'hui, je crée du contenu pour NomadPass sur Instagram. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent sur NomadPass pour me demander, du coup, hey, tu pourrais faire pareil pour mon compte. Et en fait, la création de contenu, ça peut aussi être un side project, quelque chose qui vous passionne. Je ne sais pas, le premier truc, voyage. Je vais dire oui, le voyage, par exemple. Ouais. Et voilà. Et en fait, vous pouvez avoir aussi un autre, comment dire, j'en perds mes mots, mais vous pouvez avoir une autre solution aussi d'amener des clients à vous, pas forcément en parlant. Alors, c'est très bien hein, de le faire, mais moi, je n'ai pas le temps, par exemple, de faire en plus un compte où je vais parler de ce que je fais en tant que social media manager. Et ça peut être aussi une bonne solution d'amener des clients à vous. Ouais, c'est vrai que c'est une super approche également d'avoir une vitrine où de temps en temps tu peux préciser dans la page à propos ou dans les échanges que tu vas avoir que tu es en mesure d'aider tes clients à le faire. Finalement, ce qui ressort de ce que vous avez partagé, c'est que pour avoir des clients réguliers, il y a plein de méthodes qui se valent. Il y a une méthode prospective, il y a une méthode plus de projet page vitrine qui va attirer du trafic et rendre les prospects curieux. Et puis, il y a la méthode, bien sûr, de la marque personnelle, de la création de contenu. Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre. Ça va dépendre beaucoup de votre cible, de vos clients, et puis aussi de ce que vous aimez faire, parce qu'il va falloir être régulier pour que ça fonctionne. Typiquement, si on vise un public, par exemple, les professionnels du BTP qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, là, on aura peut-être plus de succès en faisant peut-être de la prospection, alors que si on cible des particuliers, la prospection, ça va être compliqué, ce sera plutôt sa marque personnelle. Même chose si on cible les petits entrepreneurs, en fait, comme il nous faudra plus de volume par rapport au contrat qu'on proposera, la plupart du temps, il faudra plutôt des techniques qu'on peut gérer à l'échelle. Donc, le contenu, ça se fait beaucoup plus à l'échelle. Donc, à ne pas diaboliser, la prospection, c'est quelque chose qui peut être cool. La création de contenu, à l'inverse, c'est quelque chose qui peut ne pas fonctionner si on n'aime pas se mettre en avant, si on n'aime pas créer du contenu, écrire, ou si on n'a pas envie de le déléguer. Restez curieux, explorez ce que vous aimez faire. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. On a parlé 1 heure. Il y a une dernière question, on va peut-être prendre après on va pouvoir passer aux questions et réponses que vous avez, mais par rapport à la création de contenu, je rebondis tout de suite sur ce que Angélique vient de partager, où elle demande si vous créez toujours des choses pour votre cible ou vous faites des choses sans but. Et c'est dirigé pour Alex. En fait, c'est pas tant que tu fais quelque chose
pour une cible. Non, je ne veux pas qu'on se dise que chaque création de contenu est là pour vendre ou est là pour te mettre en avant. C'est l'inverse. Chaque création de contenu est là pour apporter de la valeur à la personne qui te suit. Est-ce qu'elle va apprendre? Est-ce qu'elle va être inspirée, motivée? Est-ce qu'elle va rire? Tu vois, c'est aussi ça. Et la création de contenu, elle sert de façon aussi légère à créer un lien. Ta façon de blaguer, ta façon, ou quand tu partages tes hobbies, ben, ça va créer un côté touchant. Ça va parce que, en vrai, entre 3 freelances, il y a 4 graphistes. Ils ont tous l'air bons. Qui c'est que tu vas prendre? Bah, tu vas peut-être pas prendre celui qui, je sais pas, qui aime le MMA, ou qui aime qui aime je sais pas, les sports de combat et qui roule en moto. Si toi, tu es plutôt ambiance yoga, vegan, etc. Et inversement, si toi, tu es plutôt dans la moto, bah, tu préfères bosser avec le graphiste qui fait de la moto, qui fait du free fight, plutôt que celui qui bouffe des graines, etc. Évidemment, j'adore les deux. Hein, c'est juste exprès de polariser. Mais en fait, il faut que tu te polarises. Parce que c'est toujours pareil. Si tu es un graphiste vegan, tu n'as pas envie de bouffer, tu n'as pas envie de travailler avec Charal. Tu vois. Tu n'as pas envie qu'il y ait la boucherie Charal qui vienne te voir parce qu'avec un gros contrat, tu ne pourras pas refuser. Tu seras deg. Tu préfères qu'il y ait une marque de yoga, etc., qui vienne à toi. Donc, c'est te dire que ta création de contenu, elle sert aussi à te faire comprendre qui tu es aux gens. Pour qu'on se dise, putain, j'ai envie de bosser avec Lise. Ouais, elle est adorable, elle est digital nomade, elle a le lifestyle, elle représente le lifestyle qu'elle vend dans son livre. J'aimerais bien qu'on puisse revoir la couverture. Il est beau, hein, tout pour être freelance. Magnifique. Et en fait, c'est ça, c'est waouh, j'adore sa personnalité, ses valeurs, comment elle voit la vie. Ben, en fait, même si j'ai un manuel qui est peut-être, admettons, plus précis, ce qui est impossible, je ne pense pas que quelqu'un écrit un manuel plus précis. Impossible, c'est la Bible. C'est impossible. C'est la Bible. Mais, et ben, si, admettons, si ça pouvait exister, ben, je préférais celui de Lise parce que je connecte avec elle, parce que en fait, je me projette. Et en fait, la création de contenu, c'est toujours créer des ponts entre toi et les gens avec qui potentiellement tu as des clients et une communauté. Si tu crées des synchronicités, tu crées des liens, tu achètes des choses ou tu bosses avec des gens que tu connais. Enfin, je prends un exemple tout con. Tu dois refaire ta cuisine, des travaux chez toi. En vrai, on sait que c'est l'enfer. Ça va te coûter une blinde, ça va être chiant, ça va mettre des plombs, potentiellement ils vont te carottes, ça va prendre du retard. Qui c'est que tu prends? Tu prends toujours le petit artisan qu'on t'a recommandé et qui t'a déjà fait un truc et avec qui ça s'est bien passé. Et que tu l'aimes bien, ce gars-là, il bosse bien, etc. Et ben, tu vas toujours reprendre cette personne. Ben là, c'est pareil. Ta création de contenu ou ton démarchage doit rassurer ton client tout en montrant que tu es bon. Donc, montrer que tu es bon et rassurer, c'est pas que faire des tutos sur ton expertise. C'est dire que bah, voilà, tu aimes bien le yoga, tu aimes bien la moto, tu aimes bien ceci, et tu crées des liens avec tes futurs clients. J'espère que ça répond à ta question. Et c'est pour ça que c'est super important, je trouve, dans la création de contenu, de vraiment être authentique, de montrer ta personnalité. Il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas être une autre personne. Parce qu'en effet, tu vas attirer vers toi, enfin, tu vas attirer à toi les personnes qui te correspondent, avec qui tu pourrais être ami, etc. Il y a une règle d'or que je répète souvent dans ma formation Brandéo Impact. Allez, cette fois, c'est moi qui fais ma promo. T'as pas le livre? Non, c'est t'as pas un petit visuel? Non, Brandéo Impact. Mais une des phrases qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur, qui viennent dans la formation pour pouvoir le régler, qui se sentent, ils disent, mais moi, c'est pas intéressant. Ce que je dis, ce que je sais, c'est pas intéressant. Ce que je sais, tout le monde le sait. Alors, sache qu'on est toujours l'expert de quelqu'un et le junior de quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, en termes de personal branding, il y a des mecs, c'est des cadors et d'autres qui connaissent rien. Et en fait, tu seras toujours un expert quelque part. Et l'autre loi immuable de tout temps, dans 2000 ans ou dans 2000 ans avant, c'est que peu importe ce que tu fasses, tu peux être la personne la plus géniale du monde ou le pire des enculés, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont t'aimer et d'autres qui ne t'aimeront pas. Ça, je veux dire, il y a quand même un président aux États-Unis, il se fait élire, le gars est raciste et misogyne. À partir de là, tu as capté quand même, tu as des possibilités. Si tu es une personne qui a plutôt une bonne démarche vis-à-vis de ses clients, qui a plutôt des bonnes valeurs, qui est sain, etc., on t'appréciera. Il y aura toujours des gens qui t'apprécieront. Et typiquement, moi, il y a peut-être des gens en personal branding qui ne vont pas me supporter. Et parce que je parle trop vite, je suis peut-être un peu, j'envoie trop d'énergie, je fais trop de mouvements. Il y en a d'autres qui vont chercher à avoir quelqu'un qui va être plus calme, encore plus doux, peut-être plus pédagogue, etc. Et je fais un bisou à mon pote Tony Neves, d'ailleurs, qui est aussi positionné là-dessus. Et c'est avec grand plaisir que je lui envoie des clients. Enfin, tu vois, parce que je veux des clients qui apprécient comment je suis et comment j'explique les choses. Et si je n'apprécie pas, ben génial, va voir quelqu'un d'autre. C'est ça la beauté aussi du personal branding, et surtout quand tu es freelance. Tu as le même skills que le mec d'à côté, le mec d'à côté est plus fort que toi. Mais c'est bizarre, c'est toi qui viens de voir les gens. C'est peut-être parce que tu es plus cool, tu es peut-être plus à l'écoute, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est super important d'oser être polarisant aussi. De ne pas essayer de plaire à tout le monde et d'être un peu lisse ou fade. Si on a des convictions, des valeurs, c'est OK de les partager, c'est OK d'être polarisant et de dire des choses auxquelles tout le monde ne va pas
adhérer. Donc, n'hésitez pas à être polarisant. On peut faire ça de façon diplomate et douce, mais on peut aussi se positionner avec un avis, une opinion et oser la partager. Et au contraire, c'est comme ça que vous allez créer une marque mémorable plutôt que si vous essayez de coller à tout le monde et finalement, vous serez un peu fade. Merci beaucoup, Alex. Il y a une question sur la création de contenu. Je pense que c'est une bonne question pour Jeanne, ça. Comment faire pour avoir des idées, Jeanne, quand on crée des contenus, surtout quand on est spécialisé dans un domaine? Comment tu fais, toi, quand tu dois créer plein de contenus pour tes clients? Parce que tu as plein de comptes à gérer, donc il faut toujours que ça buzz, il faut toujours que tu aies ces idées. C'est quoi ton process? Alors, il y a une chose qui me semble essentielle et que je remarque que beaucoup de gens oublient dans la création de contenu, et pourtant, c'est là où tu vas avoir toutes tes idées. Ça va être d'écouter tes abonnés, l'audience qui est là. Typiquement, pour Nomad Pass, la plupart des contenus qu'on crée, ça va être les questions qu'on va recevoir. Plus tu vas recevoir une question, plus ça veut dire qu'il y a un énorme besoin de réponse et qu'il y a enfin, voilà, que les gens ne savent pas forcément c'est quoi la réponse. Du coup, je fais la même chose pour mes clients. Et après, il y a beaucoup aussi de veille et de recherche. Selon les thématiques, moi, je bosse beaucoup pour des clients sur tout ce qui est environnement. Donc, ça demande aussi beaucoup de lire et s'informer sur ces sujets-là. Et puis voilà, c'est prendre du temps aussi pour réfléchir, prendre du temps sans écran et se dire qu'est-ce qui pourrait intéresser ma cible. Mais surtout, moi, je trouve vraiment, je le répète, mais bien, et c'est là où c'est important de continuer à lire les messages et répondre à tous les messages, c'est qu'en fait, on se rend compte que toutes ces questions-là, il faut y répondre, en fait. Et il n'y a pas un moment où tu vas te dire ça y est, j'ai tout dit, j'ai plus d'idées. Ça, c'est clairement... c'est clairement faux. Déjà, tu peux redire quelque chose, le dire différemment. Tu peux aussi créer des contenus sur différentes plateformes. Typiquement, nous, on fait des vidéos YouTube, mais ces vidéos YouTube, il y a des gens qui ne nous suivent pas sur YouTube et qui nous suivent sur Insta. Donc, ça peut me faire 5 contenus sur Instagram. Donc, voilà. Donc, bien penser à recycler aussi ces contenus. C'est hyper important. Super, recycler. Je rajouterais aussi, c'est souvent les gens, c'est difficile pour eux de créer du contenu parce qu'ils disent « Ok, il faut que je fasse un post, donc je dois écrire ». Et c'est compliqué de faire ça à la volée. En vrai, la création de contenu, c'est comme aussi écrire un livre, c'est comme des choses. Il faut se mettre dans des moments, des slots, tu vois, de batching où tu dis, je vais m'éclater 3 heures de création de contenu et tu vas peut-être écrire 15 posts parce que tu es dans ce process-là. Et les 2 premiers posts, ça va être super dur, et puis après, tu es lancé. Et ça, c'est super important. Je replace, promo, méthode H8. Non, mais c'est con, mais ça a aidé plein de gens, tu vois. Créer un mois de contenu en une journée. Allez faire un tour, ça va vous aider. Si tu es en galère, je sais plus qui était en galère. Va checker ta méthode H8 sur mon site, tu verras. Et c'est gratuit. Hein. En plus, je ne te vends rien, c'est gratos. C'est une formation gratuite. Et ça, c'est la première chose. Organise-toi des grosses sessions. Et 2, il y a un truc qui marche bien, c'est de te dire ton business ou ton expertise, essaie de l'expliquer comme à un enfant de 8 ans ou de 10 ans. Ou à ta grand-mère, par exemple. Ou à ta grand-mère, si elle n'est pas morte. Merci. Non, j'adore. Petit moment de gênance ou pas? J'adore. Du coup, un enfant de 8 ans, il est censé être à peu près en vie. Du coup, un enfant de 8 ans, tu ne vas pas pouvoir lui cracher plein d'infos. C'est une info à la fois de façon ultra simple et épurée. Et en fait, sur une thématique où tu vas dire, putain, j'ai tout ça à dire, tu vas peut-être avoir 10 contenus parce qu'il va falloir les découper. Tu vas avoir 10 concepts dans ce grand truc-là. Et c'est vraiment de te dire comment tu peux, si tu veux créer du contenu, découpe un concept ou une expertise à sa racine. Tu vois, vraiment au plus simple possible. Et simple et clair, ça ne veut pas dire teubé. Tu vois, un enfant de 8 ans, il comprend en fait les choses. Et normalement, les grands principes peuvent s'expliquer à un enfant de 10 ans si tu es vraiment bon. Et si tu fais ça, tu vas découper tellement de choses que tu auras toujours des choses à dire. Et comme disait Jeanne, elle a totalement raison. Une chose, ça s'explique sous différents angles différents, de façon différente. Et surtout, le but d'une information, ce n'est pas d'être dite ou diffusée. Le but d'une information, c'est qu'elle soit retenue. Et pour retenir une information, il faut la répéter. Il faut la répéter. Ouais. Toi, Ludo, tu fais du contenu ou finalement c'est la méthode prospective où tu individualises beaucoup le contenu, ou est-ce que tu fais aussi du contenu à part pour Nomad Pass? Est-ce que tu fais du contenu ciblé, B2B Ouais, du coup, juste sur LinkedIn. Du coup, je n'ai pas forcément un compte Instagram dédié. Le dernier post, il date un peu. Mais pendant un moment, j'ai fait un post par jour sur LinkedIn et c'était pas mal. J'ai eu, je crois, 2 clients.
Donc, c'était cool comme expérience. Mais du coup, là, maintenant, je produis un peu moins, mais c'était cool, c'était super intéressant. Et moi, c'est un truc que je dis de faire avec la prospection, d'essayer de faire les deux. Comme j'expliquais tout à l'heure, en montrant un peu les résultats que tu as eu. Et comme ça, c'est assez simple à faire. En fait, au final, tu as zéro démarche. Tu dis, OK, avec ce client, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà comment j'ai fait. Et puis, tu as un contenu. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Pas l'impression de me creuser la tête forcément pour créer ce type de contenu. Ouais. D'ailleurs, dans la création de contenu, il y a un autre truc, ça m'y fait penser, mais qui est important, c'est ton quotidien. Typiquement, nous, sur Nomad Pass, tous les premiers contenus qu'on a créés, c'était toutes les premières questions qu'on se posait en tant que personne qui se lançait en tant que digital nomade. On s'est dit, si on se pose ces questions, on ne sera pas les seuls à se les poser. Et donc, en fait, la création de contenu, ça peut être ça aussi. Ça peut être toi, quelles questions tu t'es posées au début, tu vois. Tu peux te noter tous les trucs où tu as eu des blocages. Dans Notes, quasiment tout le monde fait ça dans son téléphone dès que tu as une idée. Surtout que souvent, même si tu fais la technique de batching qui est vraiment géniale pour créer du contenu, parfois il y a des jours où ça va pas marcher, tu n'auras pas d'idée, tu vas bloquer, etc. Typiquement, moi, je trouve des super idées à chaque fois que je prends ma douche ou que j'ai pas d'écran sous les yeux. Donc maintenant, je sais, je vais marcher ou je prends juste un carnet et je réfléchis à plein de choses. Et en fait, voilà, pose-toi dès que tu as une idée, n'hésite pas à les écrire aussi dans ton téléphone, à la fin tout regrouper et ça va vite te faire un mois de contenu très rapide. Une journée. C'est ça. Je vais placer ma connerie depuis tout à l'heure. Elle est méthode à la suite. Ah, putain. J'ai rigolé tout seul avec ma connerie dans ma tête. Top. H8, c'est pour 8 heures sur une journée, c'est ça, Alex? Ça veut dire quoi, H8? Ça va beaucoup trop vite dans ta tête et dans ton corps. C'est exactement ça. Méthode H8, c'est-à-dire qu'en une journée de 8 heures, tu es capable de créer un mois de contenu. Ouais. Ça, c'est balèze. C'est pas mal. Une belle proposition de valeur. Ouais. C'est gratos en plus. Hein. Là, en plus, sérieux, moi, j'ai rien à gagner. Hein. Ouais. C'est cadeau pour vous, les gars. Comment je vais aller voir ça bon. Ouais, moi aussi, je suis curieuse. On se demande. Alors, du coup, je pense qu'on a tous très faim et je vois qu'on est en train de perdre un peu de monde. Donc, on va peut-être passer à une dernière question et après, on va pouvoir aller manger. Ou déjeuner pour Alex, c'est l'heure du déjeuner. Ah, j'ai la dalle, j'avoue. Il y a une question d'Aline qui parle du syndrome de l'imposteur. Donc, on va finir là-dessus. Est-ce que vous aviez le syndrome de l'imposteur quand vous avez commencé à vendre vos services et est-ce que vous aviez la pression de rendre quelque chose de parfait ou au contraire, pour vous, c'était je fais un truc qui me plaît et ça sera bien? Ouais, et je pense que je l'ai encore, le syndrome de l'imposteur, hein, dès que tu signes un nouveau client parce que déjà, tu ne peux pas garantir des résultats. Et en gros, vraiment, au tout début, c'est pour ça que moi, mon tout premier client, il était entre guillemets gratuit parce que justement, je n'étais pas capable de pouvoir dire d'avance que j'allais avoir des résultats. Donc, du coup, je me suis dit, je vais me former, voir avec un vrai cas client, voir ce que ça donne. Et après, avec ce premier cas client, j'ai amélioré. Et là, j'ai commencé à augmenter mes tarifs en me disant, OK, bon, j'ai déjà fait une campagne, j'ai fait cette erreur. Pour la prochaine fois, je ne veux pas faire cette erreur. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, plus tu avances, plus tu réduis ton syndrome de l'imposteur. Mais je pense qu'il disparaîtra jamais au final. Ouais, je pense que c'est un peu inévitable. C'est vrai qu'il y a toujours un peu au début mais comme quand tu commençais un premier boulot en CDI, pour ceux qui ont eu des... ou même pas en CDI finalement, où tu as ce petit stress du début, je trouve. Est-ce que je vais être bon? Est-ce que je vais leur plaire? Est-ce que finalement je vais avoir les résultats attendus? Après, ça se travaille et je trouve qu'avec le temps, moi maintenant, j'ai confiance en mes capacités et je l'ai beaucoup moins, mais toujours au début, tu as envie de bien faire et je pense que ça reste très important d'avoir cette envie, d'avoir ce syndrome de l'imposteur et d'avoir cette envie de bien faire. Ça te pousse à bien bosser, moi, je trouve. sans aller trop loin et sans vouloir être perfectionniste non plus, mais voilà. Je pense que c'est un peu inévitable quand même, le syndrome de l'imposteur. Faut pas en faire des tonnes, quoi. Moi, c'est marrant, alors, mon ego, ma confiance en moi, je ne sais pas comment on l'appelle, mais m'a permis de jamais avoir le syndrome de l'imposteur. J'étais plutôt en mode genre, moi, on m'a proposé des trucs, je fais ouais, pas de problème, je le fais. J'ai jamais fait de ma life. Genre, bien sûr, des nombres de trucs qu'on m'a dit, je suis ouais, bien sûr, je peux m'en occuper. Évidemment. Il y a pas longtemps, j'ai pris une mission. Mais en fait, parce que moi, ça m'amuse. Je veux savoir si je suis capable. Et quand je suis lancé, en fait, je combats. Finalement, je n'ai pas vraiment ce syndrome de l'imposteur en me mettant, j'ai pas le choix. Vu que j'ai pas le choix que de délivrer, que de réussir, mais en fait, tu n'as pas trop le choix de te demander si tu es assez bon. Tu es là pour le résultat. C'est même plus à propos de toi, c'est à propos du résultat. Par contre, là où j'ai quand même un peu le syndrome de l'imposteur, moi, ça va être, j'ai dû le combattre, notamment quand j'ai commencé en entrepreneuriat.
c'est sur le prix auquel tu te vends. C'est-à-dire que moi, je dis, ouais, je suis capable de le faire. Mais après, je suis gêné de demander le prix que ça vaut. Ça m'a mis du temps pour comprendre combien je valais et surtout accepter combien je valais. Parce qu'effectivement, quand j'étais influenceur voyage pro dans les dernières années, bah, j'étais parmi les 2-3 en France à mieux gagner ma vie parce que j'avais la plus grosse audience et les produits les résultats les plus quali. Et ça vaut beaucoup d'argent en vrai parce que tu offres une énorme visibilité média. Et moi, vu que j'ai un background, je viens d'un milieu ouvrier où mon père a été ouvrier toute sa vie, j'ai toujours eu un rapport, et j'ai réussi à le modifier assez récemment, mais compliqué avec l'argent, comme si je le valais pas, tu vois, ou comme si des grandes sommes, c'est pas moi, enfin c'est pas à ma portée, tu vois. Et je l'ai revécu, parce que ça, je l'ai combattu tranquillou, tout doucement sur le prix, au fur et à mesure que j'étais influenceur voyage, parce que j'essayais toujours un petit peu plus, puis un petit peu plus. Ah putain, il faut quand même tout ça en fait. Et je l'ai revécu après en entrepreneuriat quand je me dis, putain, l'argent que je vais devoir me faire, c'est plus des sociétés ou des offices de tourisme ou des partenaires qui vont me le filer, qui sont des boîtes, ils ont de l'oseille. Il va falloir, entre guillemets, que je le demande aux gens qui me suivent depuis 10 ans, à qui j'ai toujours offert des choses gratuitement. Et même si tu sais que tu as mis De base, c'est compliqué aussi. et tout ton cœur dans tes produits, waouh, il va falloir que je leur demande de l'argent. Et c'est ça, je savais que j'étais bon, je n'ai pas le syndrome de dire est-ce que je suis bon ou pas, est-ce que mes produits sont bons ou pas. Je sais qu'ils ont été très bons, j'ai tout donné. Mais la barrière de demander de l'argent et un prix qui correspond à ce que je donnais, ça, j'avoue, c'était dur. Et comment je l'ai vaincu? En fait, moi, je fais un peu ma poule mouillée, entre guillemets, c'est-à-dire que je fais comme j'ai fait dans toutes mes missions, c'est que j'ai voulu prouver à chaque fois et me prouver. Est-ce qu'à ce prix-là, je me sens bien? Oui. Et les gens sont contents. Est-ce qu'à ce prix-là, ils sont contents? Etc. Et j'augmente petit à petit. C'est-à-dire que au final, bah, je combats ça en solidifiant, en faisant un petit pas un peu plus à chaque fois. Alors, ça prend peut-être plus de temps, plutôt qu'arriver et boum. Mais au moins, moi, j'ai l'impression que je suis super fair avec les gens. Je préfère qu'ils disent putain, j'ai acheté un truc qui vaut 4 fois moins cher que ce que ça vaut en termes de valeur. Mais au moins, moi, je suis bien. Tu avances en fait. Tu as la stratégie des petits pas, mais même à petits pas, tu avances. Donc, je laisse certainement de l'argent sur la table au début, mais sur le long terme, je sais que je suis gagnant parce que je suis serein, je suis bien et les gens sont très contents. C'est notre façon de faire. Top. Merci beaucoup pour ces réponses sur le syndrome de l'imposteur. Alors, je pense qu'il faut noter aussi qu'on a tous peur, hein, même les personnes que vous admirez aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou que les personnes qui vous inspirent. En fait, je pense qu'on a tous des peurs, on a tous des doutes, on a tous des moments où on ne se sent pas forcément très serein, mais ce qui compte, c'est quand même de poursuivre. Si on était des machines, ça serait forcément, tout le monde serait multimillionnaire. Il suffisait d'appliquer des concepts marketing, tout est en ligne, tout est gratuit. Mais en fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est parfois qu'on nous prenne par la main, qu'on nous aide via des livres, via des formations, via de l'entraide, via du réseau, via nos proches, nos amis qui nous entourent. Tout simplement parce qu'on est humain et qu'on a besoin qu'on nous rappelle aussi que même si on doute, on a de la valeur et qu'on peut y arriver. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, ceux qui écoutez, vous êtes certainement à un livre de votre réussite. D'être à un livre. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore commandé le livre, je vais vous mettre un petit cadeau de la part de mon éditrice. C'est une réduction sur le code, sur les frais de port. Donc, si vous tapez freelance 21, au moment du check-out, vous allez avoir une petite réduction sur les frais de port. Donc voilà, c'est le cadeau de la fin de live pour ceux qui sont venus. Merci beaucoup à Jeanne, Ludo et à Alex. On va tous pouvoir aller manger. Alors juste avant qu'on parte, je voulais vous demander dans le chat d'écrire peut-être un conseil ou une chose que vous avez appris pendant ce live que vous ne saviez pas et qui vous fait du bien, quelque chose avec lequel vous repartez. Comme ça, ça nous donne aussi du feedback sur ce que vous avez aimé apprendre. Et puis, ça nous permettra de chacun de notre côté créer des contenus sur le sujet. Peut-être qu'on peut refaire un tour de table pour ceux qui sont arrivés en retard. Donc, Jeanne et Ludo, cofondateurs de Nomad Pass, et Alex, blogueur et formateur chez Viseo.net. Peut-être que vous pouvez tous les trois nous reparler brièvement de ce que vous faites. Ok, moi Ludo, et je fais de la publicité Facebook pour des marques e-commerce. Ah oui, je lisais en même temps, pardon, les commentaires. Du coup, Jeanne, je suis social media manager et du coup fondatrice de Nomad Pass avec Ludo. On aide les gens à devenir digital nomades. Super. Et moi, c'est Alex Viseo. Je suis expert en personal branding et en stratégie de création de contenu et j'aide les freelances et les entrepreneurs à donner la visibilité que leur business mérite à travers la création de contenu.
Super pour cette présentation. Merci beaucoup. Moi, vous l'avez compris, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tout pour être freelance. Putain, Donc, attends, parle-en, moi, parce que j'ai pas. il sort officiellement demain. J'ai passé 9 mois à l'écrire dans la jungle du Costa Rica. Donc là, je ne suis plus dans la jungle, je suis depuis l'Anticafé de Paris. Et si vous êtes à Paris, Lyon, Bordeaux ou Strasbourg dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, il y a plein d'événements gratuits pour vous avec d'autres invités. Tout aussi brillants, fantastiques que Jeanne, Ludo et Alex, même si Jeanne, Ludo et Alex sont irremplaçables. Et forcément, si vous êtes dans le coin, venez essayer de vous libérer et ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans les Anticafés. Merci pour vos retours. Nous, on veut suivre. C'est en live en même temps? Ce sera en live en même temps? Non, malheureusement, il n'y aura pas de broadcast. Mais je communiquerai sur les réseaux sociaux. Si jamais les profils des intervenants vous intéressent, vous pourrez les retrouver en ligne. Juste pour faire un tour d'horizon de ce qui vous a plu. Donc, Mithili dit que c'était les histoires de chacun, donc retour d'expérience. Marie a retenu que se lancer sans vouloir tout perfectionner avant de commencer, c'était important. Julie a parlé de créer du contenu qui parle de nos passions, de nos valeurs pour attirer des personnes qui nous ressemblent. Audrey a vraiment retenu le côté apporter une solution. Aline, apporter de la valeur. Bruno, H8 et un livre à acheter. Il y a des grèves demain. Ah, tant pis pour ceux qui ne peuvent pas être là, c'est dommage. Audrey qui dit notre création de contenu n'est pas que notre offre, c'est aussi nous en toute authenticité. Marie-Paul, ne pas se limiter aux posts qui parlent de notre domaine. Oser parler de ce qu'on fait en dehors du boulot. Laurent, savoir écouter, choisir des clients qu'on apprécie, savoir écouter, être authentique. Oh là là, il y a plein de choses qui viennent. Estimer la valeur de son travail, motivation, ne pas essayer de plaire à tout le monde. Dis donc, c'est chouette, vous avez plein de choses. Merci beaucoup. Dernière chose, Jeanne, Ludo et Alex, comment on fait si on a envie d'entrer en contact avec vous? Comment on fait pour vous suivre sur vos actualités? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, nous, pour nous suivre, le plus simple, c'est sur Instagram. Donc, on s'appelle Nomad Pass. Je vais l'écrire peut-être dans la... Vas-y, Ludo, écris. Ouais, donc Nomad Pass. Et du coup, c'est là qu'on va parler de nos dernières vidéos YouTube qui sortent, tout ça. Donc, je pense que c'est le point central. Et actuellement, on a une formation offerte d'ailleurs pour aider à se lancer, trouver des clients et devenir digital nomade. Donc, c'est dans notre bio Instagram. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Profitez-en. Super. Moi, c'est simple, vous tapez, vu que j'étais influenceur, je suis un peu sur tous les réseaux, donc vous tapez Alex Viseo sur votre réseau social préféré. Et si vous voulez aussi des ressources gratuites sur la création de contenu, que ce soit la méthode H8, j'ai aussi un e-book sur les 4 règles d'or sur le personal branding, qui fait quand même 120 pages. Donc, il y a vraiment beaucoup de valeur dedans. Et vous le retrouvez sur viseoacademy.com. Je viens de mettre le name, putain, ça va créer un lien automatiquement, c'est fantastique. Voilà, et c'est gratuit, donc vous pouvez y aller gratuitement. Pardon. Non, pardon, je voyais Angélique en même temps qui disait quand Insta aura fini de cracher. Oui, tout a craché aujourd'hui. WhatsApp, on est d'accord. Ouais. Parce que WhatsApp, parce que là, en fait, je devais faire un post de concours avant le truc, et je dis putain, mais moi, c'est en Équateur. Parce qu'il y a WhatsApp qui a craché aussi. Ok, c'est pas que moi. Dans le monde entier, donc laisse tomber. Ah, d'accord. Tout Facebook est dead. Ouais, non mais est-ce que vous aussi vous vous êtes énervé sur votre internet en mode c'est quoi cet internet qui fonctionne pas Bah ouais, mais moi j'étais là, je sais putain, comme par hasard, le jour où c'est toujours un truc important. Enfin, tu crois que c'est important, mais bref. On t'avait le live avec nous, c'est très important. Heureusement que c'était pas sur un réseau. Ouais. Sur Insta, ça aurait été con. Hein. Moi, je dois juste dire un mot. Je peux dire un mot, parce que j'en ai déjà dit beaucoup, mais je vais dire un mot. Je voulais franchement vous dire, ceux qui nous écoutent, que j'ai eu la chance de rencontrer Liz Sleiman en vrai. Elle est passée sur mon podcast, c'est quelqu'un de très inspirant. Et je suis rarement épaté et étonné par, on va dire, l'expérience et la qualité des propos que peut tenir une personne, parce que j'ai beaucoup de conversations avec des entrepreneurs et tout. Et à chaque fois que Lise parlait, j'étais ambiant genre ah ouais, bah ouais, c'est vrai. Ah bah oui, c'est assez bien aussi. Ah puis ça. Et en fait, soit j'apprenais des choses, soit me mettais des claques de mindset. Et c'est pour ça que, à mon avis, si vous prenez ce bouquin, c'est sûr que c'est un bon investissement. Et à titre personnel, j'en suis convaincu et je me permets de vous le dire. Voilà. Merci, c'est le moment, je vais verser une petite larme.
Voilà, Moi, tout pareil. Tout Je pareil. ne dis pas souvent ce genre de choses. Je pense que les gens qui me suivent ont C'était compris que beau. j'étais cash. Et Franchement franchement, tu es une des rares personnes qui m'impressionne beaucoup Putain, j'allais dire exactement sur ton pareil. expérience et ton expertise. Voilà. J'allais dire pareil, Lise. La première fois que je t'ai rencontré, au début, j'étais impressionné. J'avais peur de te parler. Ouais, c'est Je me vrai. suis dit, Ludo, c'est trop tard. Hein. C'est moi qui ai dit. Hein. C'est fini. Hein. Tu peux pas. On va tous faire un petit truc sur Lise maintenant. Ah, ça me fait Voilà. vraiment plaisir. En tout cas, je suis ravie de vous avoir rencontré aussi en vrai. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver en tant que nomade aux mêmes endroits. Si un jour vous vous lancez en tant que nomade, vous allez voir que le monde, comme disait Alex, le monde de l'entrepreneuriat est très petit. On se connaît tous plus ou moins. Donc, soyez de bonnes personnes parce que si vous n'êtes pas une bonne personne, vous allez vite être éjecté. Et puis en plus, c'est moins fun la vie quand on n'est pas cool. Et puis, merci à vous trois d'avoir pris le temps, de nous avoir partagé tous ces conseils incroyables, d'avoir inspiré les personnes qui étaient là aujourd'hui, les personnes aussi qui vont voir Apparemment, on a mis le replay. feu. On a mis le feu. Ouais. Apparemment, il y a les pompiers qui arrivent. On a mis le feu pendant ce live. Non, mais on a mis le feu pendant ce live. Les pompiers arrivent. C'était extraordinaire. Merci pour votre bonne humeur et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne soirée, une belle journée à toi, Alex. Et puis, on se retrouve très bientôt pour ceux qui viennent faire la tournée du lancement du livre Tout pour être freelance. On le replace une dernière fois à Paris, Lyon, Strasbourg et Bordeaux. Ciao. Salut. Merci à tous. Salut. Ciao. Bisous. Bisous. Attends, vu que je peux pas t'envoyer un message sur WhatsApp, Lise, tu rentres quand au Costa Rica? Je rentre le 28 octobre. Ok, c'est noté. Allez, bisous. Ciao. Bisous. Salut. Au Costa Rica. Salut. Ciao.